La duchesse, d'ailleurs, s'arrangeait pour canaliser son encanaillement et ne pas le laisser s'étendre à celle des personnes de sa famille desquelles elle tirait une gloire aristocratique. Si, au théâtre, elle avait, pour remplir son rôle de protectrice des arts, invité un ministre ou un peintre, et que celui-ci ou celui-là lui demanda naïvement si sa belle-sœur ou son mari n'était pas dans la salle, la duchesse, timorée avec les superbes apparences de l'audace, répondait insolemment « Oh, je n'en sais rien. Dès que je sors de chez moi, je ne sais plus ce que fait ma famille. Pour tous les hommes politiques, pour tous les artistes, je suis veuve. » Ainsi s'évétait-elle que le parvenu trop empressé s'attira des rebuffades, et lui attira à elle-même des réprimandes de Madame de Marsante et de Bazin. Je ne peux pas vous dire comment ça me fait plaisir de vous voir. Mon Dieu, quand est-ce que je vous avais vu la dernière fois ? En visite chez Madame d'Agrigente, où je vous trouvais souvent. Ah, naturellement, j'y allais souvent, mon pauvre petit. Comme Bazin l'aimait à ce moment-là. C'est toujours chez sa bonne amie du moment qu'il me rencontrait le plus, parce qu'il me disait « ne manquez pas d'aller lui faire une visite ». Au fond, cela me paraissait un peu inconvenant, cette espèce de visite de digestion qu'il m'envoyait faire une fois qu'il avait consommé. J'avais fini assez vite par m'y habituer, mais ce qu'il y avait de plus ennuyeux, c'est que j'étais obligé de garder des relations après qu'il avait rompu les siennes. Ça me faisait toujours penser au vers de Victor Hugo « Emporte le bonheur et laisse-moi l'ennui ». Comme dans la même poésie, j'entrais tout de même avec un sourire, mais vraiment ce n'était pas juste. Il aurait dû me laisser à l'égard de ses maîtresses le droit d'être volage, car en accumulant tous ces laissés pour compte, j'avais fini par ne plus avoir une après-midi à moi. D'ailleurs, ce temps me semble doux relativement au présent. Mon Dieu, qu'il se soit remis à me tromper, ça ne pourrait que me flatter parce que ça me rajeunit. Mais je préférais son ancienne manière. Dame, il y avait trop longtemps qu'il ne m'avait trompé. Il ne se rappelait plus la manière de s'y prendre. Ah, mais nous ne sommes pas mal ensemble tout de même, nous nous parlons, nous nous aimons même assez, me dit la duchesse, craignant que je n'eusse compris qu'ils étaient tout à fait séparés et, comme on dit de quelqu'un qui est très malade, « mais il parle encore très bien. Je lui ai fait la lecture ce matin pendant 1 heure. » Elle ajouta « Je vais lui dire que vous êtes là, il voudra vous voir. » Et elle alla près du duc qui, assis sur un canapé auprès d'une dame, causait avec elle. J'admirais qu'il était presque le même, et seulement plus blanc, étant toujours aussi majestueux et aussi beau. Mais en voyant sa femme venir lui parler, il prit un air si furieux qu'elle ne put que se retirer. « Il est occupé, je ne sais pas ce qu'il fait, vous verrez tout à l'heure, » me dit Madame de Guermantes, préférant me laisser me débrouiller. Bloch s'étant approché de nous et ayant demandé, de la part de son américaine, qui était une jeune duchesse qui était là, je répondis que c'était la nièce de M. de Bréauté, nom sur lequel Bloch, à qui il ne disait rien, demanda des explications. « Ah, Bréauté !» s'écria Madame de Guermantes en s'adressant à moi. « Vous vous rappelez ça? Comme c'est vieux, comme c'est loin. » Eh bien, c'était un snob. C'étaient des gens qui habitaient près de chez ma belle-mère. Cela ne vous intéressait pas, monsieur Bloch. C'est amusant pour ce petit qui a connu tout ça autrefois, en même temps que moi, ajouta Madame de Guermantes en me désignant, et par ces paroles me montrant de bien des manières le long temps qui s'était écoulé. Les amitiés, les opinions de Madame de Guermantes s'étaient tant renouvelées depuis ce moment-là qu'elle considérait rétrospectivement son charmant Babal comme un snob. D'autre part, il ne se trouvait pas seulement reculé dans le temps, mais chose dont je ne m'étais pas rendu compte quand, à mes débuts dans le monde, je l'avais cru une des notabilités essentielles de Paris qui resterait toujours associée à son histoire mondaine, comme Colbert à celle du règne de Louis XIV,
il avait lui aussi sa marque provinciale. Il était un voisin de campagne de la vieille duchesse, avec lequel la princesse des Laumes s'était liée comme telle. Pourtant, ce Bréauté, dépouillé de son esprit, relégué dans des années si lointaines qu'il datait, ce qui prouvait qu'il avait été entièrement oublié depuis par la duchesse et dans les environs de Guermantes, était ce que je n'eusse jamais cru le premier soir à l'Opéra-Comique, quand il m'avait paru un dieu nautique habitant son entremarin, un lien entre la duchesse et moi, parce qu'elle ne se rappelait que je l'avais connue, donc que j'étais son ami à elle, sinon sorti du même monde qu'elle, du moins vivant dans le même monde qu'elle depuis bien plus longtemps que bien des personnes présentes, qu'elle se le rappelait et assez imparfaitement cependant pour avoir oublié certains détails qui m'avaient à moi semblé alors essentiels, que je n'allais pas à Guermantes et n'étais qu'un petit bourgeois de Combray, au temps où elle venait à la messe de mariage de mademoiselle Percepied, qu'elle ne m'invitait pas, malgré toutes les prières de Saint-Loup, dans l'année qui suivit son apparition à l'Opéra-Comique. À moi, cela me semblait capital, car c'est justement à ce moment-là que la vie de la duchesse de Guermantes m'apparaissait comme un paradis où je n'entrerais pas. Mais pour elle, elle lui apparaissait comme sa même vie médiocre de toujours, et puisque j'avais à partir d'un certain moment dîné souvent chez elle, que j'avais d'ailleurs été avant cela même un ami de sa tante et de son neveu, elle ne savait plus exactement à quelle époque notre intimité avait commencé et ne se rendait pas compte du formidable anachronisme qu'elle faisait en faisant commencer cette amitié quelques années plus tôt, car cela faisait que j'eusse connu la madame de Guermantes, du nom de Guermantes, impossible à connaître, que j'eusse été reçu dans le nom aux syllabes dorées dans le faubourg Saint-Germain, alors que, tout simplement, j'étais allé dîner chez une dame qui n'était déjà plus pour moi qu'une dame comme une autre, et qui m'avait quelquefois invité non à descendre dans le royaume sous-marin des Néréides, mais à passer la soirée dans la baignoire de sa cousine. Si vous voulez des détails sur Bréauté, qui n'en valait guère la peine, ajouta-t-elle en s'adressant à Bloch, demandez-en à ce petit-là, qui le vaut 100 fois. Il a dîné 50 fois avec lui chez moi. N'est-ce pas que c'est chez moi que vous l'avez connu? En tout cas, c'est chez moi que vous avez connu Swann. Et j'étais aussi surpris qu'elle pût croire que j'avais peut-être connu M. de Bréauté ailleurs que chez elle, donc que j'allasse dans ce monde-là avant de la connaître, que de voir qu'elle croyait que c'était chez elle que j'avais connu Swann. Moins mensongèrement que Gilberte quand elle disait de Bréauté « C'est un vieux voisin de campagne, j'ai plaisir à parler avec lui de Tansonville », alors qu'autrefois, à Tansonville, il ne les fréquentait pas, j'aurais pu dire « C'était un voisin de campagne qui venait souvent nous voir le soir », de Swann, qui, en effet, me rappelait tout autre chose que les Guermantes. Je ne saurais pas vous dire, c'était un homme qui avait tout dit quand il avait parlé d'Altesse. Il avait un lot d'histoires assez drôles sur des gens de Guermantes, sur ma belle-mère, sur Madame de Varambon, avant qu'elle fût auprès du prince de Parme. Mais qui sait aujourd'hui qui était Madame de Varambon? Ce petit, oui, il a connu tout ça, mais tout ça c'est fini. Ce sont des gens dont le nom même n'existe plus et qui, d'ailleurs, ne méritaient pas de survivre. Et je me rendais compte, malgré cette chose une que semble le monde, et en effet les rapports sociaux arrivent à leur maximum de concentration et où tout communique, comme il y reste des provinces, ou du moins comme le temps en fait, qui changent de nom, qui ne sont plus compréhensibles pour ceux qui y arrivent seulement quand la configuration a changé. C'était une bonne dame qui disait des choses d'une bêtise inouïe, reprit la duchesse qui, insensible à cette poésie de l'incompréhensible qui est un effet du temps, dégageait en toute chose l'élément drôle, assimilable à la littérature genre Meillac, esprit des Guermantes.
À un moment, elle avait la manie d'avaler tout le temps des pastilles qu'on donnait dans ce temps-là contre la toux, et qui s'appelaient, ajouta-t-elle en riant d'elle-même d'un nom si spécial, si connu autrefois, si inconnu aujourd'hui des gens à qui elle parlait, des pastilles Géraudel. Madame de Varambon, lui disait ma belle-mère, en avalant tout le temps comme cela des pastilles Géraudel, vous ferez mal à l'estomac. Mais, Madame la Duchesse, répondit Madame de Varambon, comment voulez-vous que cela fasse mal à l'estomac, puisque cela va dans les bronches? Et puis c'est elle qui disait, la Duchesse a une vache si belle, qu'on la prend toujours pour étalon. Et Madame de Guermantes eut volontiers continué à raconter des histoires de Madame de Varambon, dont nous connaissions des centaines, mais nous sentions bien que ce nom n'éveillait dans la mémoire ignorante de Bloch aucune des images qui se levaient pour nous sitôt qu'il était question de Madame de Varambon, de Monsieur de Bréauté, du prince d'Agrégente, et à cause de cela même excitait peut-être chez lui un prestige que je savais exagérer, mais que je trouvais compréhensible, non pas parce que je l'avais moi-même subi, nos propres erreurs et nos propres ridicules ayant rarement pour effet de nous rendre, même quand nous les avons percés à jour, plus indulgents à ceux des autres. La réalité, d'ailleurs insignifiante, de ce temps lointain était tellement perdue que quelqu'un, ayant demandé, non loin de moi, si la terre de Tansonville venait à Gilberte de son père, M. de Forcheville, quelqu'un répondit « Mais pas du tout. Cela vient de la famille de son mari, tout cela c'est du côté de Guermantes. Tansonville est tout près de Guermantes. Cela appartenait à Madame de Marsante, la mère du marquis de Saint-Loup. Seulement, c'était très hypothéqué. Aussi, on l'a donné en dot aux fiancés, et la fortune de Mademoiselle de Forcheville l'a rachetée. » Et une autre fois, quelqu'un à qui je parlais de Swann, pour faire comprendre ce que c'était qu'un homme d'esprit de ce temps-là, me dit « Ah oui, la duchesse de Guermantes m'a raconté des mots de lui. C'est un vieux monsieur que vous aviez connu chez elle, n'est-ce pas ?» Le passé s'était tellement transformé dans l'esprit de la duchesse, ou bien les démarcations qui existaient dans le mien avaient été toujours si absentes du sien, que ce qui avait été événement pour moi avait passé inaperçu d'elle, qu'elle pouvait supposer que j'avais connu Swann chez elle, et M. de Bréauté ailleurs, me faisant ainsi un passé d'homme du monde, qu'elle reculait même trop loin. Car cette notion du temps écoulé que je venais d'acquérir, la duchesse l'avait aussi, et même avec une illusion inverse de celle qui avait été la mienne de le croire plus court qu'il n'était, elle, au contraire, exagérait. Elle le faisait remonter plus haut, notamment sans tenir compte de cette infinie ligne de démarcation entre le moment où elle était pour moi un nom, puis l'objet de mon amour, et le moment où elle n'avait été pour moi qu'une femme du monde quelconque. Or, je n'étais allé chez elle que dans cette seconde période où elle était pour moi une autre personne. Mais à ses propres yeux, ces différences échappaient, et elle n'eût pas trouvé plus singulier que j'eusse été chez elle 2 ans plus tôt, ne sachant pas qu'elle était une autre personne, ayant un autre paillasson, et sa personne n'offrant pas pour elle-même comme pour moi de discontinuité. Je dis à la duchesse de Guermantes, cela me rappelle la première soirée où je suis allé chez la princesse de Guermantes, où je croyais ne pas être invité et qu'on allait me mettre à la porte, et où vous aviez une robe toute rouge et des souliers rouges. Mon Dieu, que c'est vieux, tout cela, dit la duchesse de Guermantes, accentuant ainsi pour moi l'impression du temps écoulé. Elle regardait dans le lointain avec mélancolie, et pourtant insista particulièrement sur la robe rouge. Je lui demandai de me la décrire, ce qu'elle fit complaisamment. Maintenant, cela ne se porterait plus du tout, c'étaient des robes qui se portaient dans ce temps-là. Mais est-ce que ce n'était pas joli, lui dis-je. Elle avait toujours peur de donner un avantage contre elle par ses paroles, de dire quelque chose qui la diminuât. Mais si, moi je trouvais cela très joli, on n'en porte pas parce que cela ne se fait plus en ce moment, mais cela se reportera.
Toutes les modes reviennent, en robe, en musique, en peinture, ajouta-t-elle avec force, car elle croyait une certaine originalité à cette philosophie. Cependant, la tristesse de vieillir lui rendit sa lassitude qu'un sourire lui disputa. « Vous êtes sûr que c'était des souliers rouges? Je croyais que c'était des souliers d'or. » J'assurai que cela m'était infiniment présent à l'esprit, sans dire la circonstance qui me permettait de l'affirmer. « Oh, vous êtes gentil de vous rappeler cela, » me dit-elle d'un air tendre, car les femmes appellent gentillesse ce souvenir de leur beauté, comme les artistes admiraient leurs œuvres. D'ailleurs, si lointain que soit le passé, quand on est une femme de tête, comme était la duchesse, il peut ne pas être oublié. Vous rappelez-vous, me dit-elle en remerciement de mon souvenir pour sa robe et ses souliers, que nous vous avons ramené, Bazin et moi? Vous aviez une jeune fille qui devait venir vous voir après minuit. Bazin riait de tout son cœur en pensant qu'on vous faisait des visites à cette heure-là. En effet, ce soir-là, Albertine était venue me voir après la soirée de la princesse de Guermantes. Je me le rappelais aussi bien que la duchesse, moi à qui Albertine était maintenant aussi indifférente qu'elle l'eût été à Madame de Guermantes, si Madame de Guermantes eût su que la jeune fille, à cause de qui je n'avais pas pu entrer chez eux, était Albertine. C'est que longtemps après que les pauvres morts sont sortis de nos cœurs, leur poussière indifférente continue à être mêlée, à servir d'alliage aux circonstances du passé. Et sans plus les aimer, il arrive qu'en évoquant une chambre, une allée, un chemin où ils furent à une certaine heure, nous sommes obligés, pour que la place qu'ils occupaient soit remplie, de faire allusion à eux, même sans les regretter, même sans les nommer, même sans permettre qu'on les identifie. Madame de Guermantes n'identifiait guère la jeune fille qui devait venir ce soir-là, ne l'avait jamais su et n'en parlait qu'à cause de la bizarrerie de l'heure et de la circonstance. Telles sont les formes dernières et peu enviables de la survivance. Si les jugements que la duchesse porta sur Rachel étaient en eux-mêmes médiocres, ils m'intéressèrent en ce que eux aussi marquaient une heure nouvelle sur le cadran. Car la duchesse n'avait pas plus complètement que Rachel perdu le souvenir de la soirée que celle-ci avait passée chez elle. Mais ce souvenir n'y avait pas subi la moindre transformation. Je vous dirais, me dit-elle, que cela m'intéresse d'autant plus de l'entendre, et de l'entendre acclamer, que je l'ai dénichée, appréciée, prônée, imposée à une époque où personne ne la connaissait et où tout le monde se moquait d'elle. Oui, mon petit, cela va vous étonner, mais la première maison où elle s'est fait entendre en public, c'est chez moi. Oui, pendant que tous les gens prétendument d'avant-garde, comme ma nouvelle cousine, dit-elle en montrant ironiquement la princesse de Guermantes qui, pour Oriane, restait Madame Verdurin, l'aurait laissé crever de faim sans daigner l'entendre. Je l'avais trouvée intéressante et je lui avais fait offrir un cachet pour venir jouer chez moi devant tout ce que nous faisons de mieux comme gratin. Je peux dire d'un mot un peu bête et prétentieux, car au fond, le talent n'a besoin de personne, que je l'ai lancée. Bien entendu, elle n'avait pas besoin de moi. J'esquissais un geste de protestation et je vis que Madame de Guermantes était toute prête à accueillir la thèse opposée. Si, vous croyez que le talent a besoin d'un appui, de quelqu'un qui le mette en lumière? Au fond, vous avez peut-être raison. C'est curieux, vous dites justement ce que Dumas me disait autrefois. Dans ce cas, je suis extrêmement flatté si je suis pour quelque chose, pour si peu que ce soit, non pas évidemment dans le talent, mais dans la renommée d'une telle artiste. Madame de Guermantes préférait abandonner son idée que le talent perce tout seul comme un abcès, parce que c'était plus flatteur pour elle, mais aussi parce que depuis quelque temps, recevant des nouveaux venus et étant du reste fatiguée, elle s'était faite assez humble, interrogeant les autres, leur demandant leur opinion pour s'en former une. « Je n'ai pas besoin de vous dire, reprit-elle, que cet intelligent public qui s'appelle le monde
ne comprenaient absolument rien à cela. On protestait, on riait. J'avais beau leur dire, mais c'est curieux, c'est intéressant, c'est quelque chose qui n'a encore jamais été fait. On ne me croyait pas, comme on ne m'a jamais cru pour rien. C'est comme la chose qu'elle jouait. C'était une chose de Maeterlinck. Maintenant, c'est très connu, mais à ce moment-là, tout le monde s'en moquait. Eh bien, moi, je trouvais ça admirable. Ça m'étonne même quand j'y pense qu'une paysanne comme moi, qui n'a eu que l'éducation des filles de sa province, ait aimé du premier coup ces choses-là. Naturellement, je n'aurais pas su dire pourquoi, mais ça me plaisait, ça me remuait. Tenez, Bazin, qui n'a rien d'insensible, avait été frappé de l'effet que ça me produisait. Il m'avait dit « Je ne veux plus que vous entendiez ces absurdités, ça vous rend malade. » Et c'était vrai, parce qu'on me prend pour une femme sèche et que je suis, au fond, un paquet de nerfs. À un moment se produisit un incident inattendu. Un valet de pied vint dire à Rachel que la fille de la Berma et son gendre demandaient à lui parler. On a vu que la fille de la Berma avait résisté au désir qu'avait son mari de faire demander une invitation à Rachel. Mais après le départ du jeune homme invité, l'ennui du jeune couple auprès de leur mère s'était accru. La pensée que d'autres s'amusaient les tourmentait. Bref, profitant d'un moment où la Berma s'était retirée dans sa chambre, crachant un peu de sang, ils avaient 4 à 4, revêtus des vêtements plus élégants, fait appeler une voiture et étaient venus chez la princesse de Guermantes sans être invités. Rachel, se doutant de la chose et secrètement flattée, prit un ton arrogant et dit au valet de pied qu'elle ne pouvait pas se déranger, qu'ils écrivissent un mot pour dire l'objet de leur démarche insolite. Le valet de pied revint, portant une carte, où la fille de la Berma avait griffonné qu'elle et son mari n'avaient pu résister au désir d'entendre Rachel, et lui demandait de les laisser entrer. Rachel sourit de la niaiserie de leur prétexte et de son propre triomphe. Elle fit répondre qu'elle était désolée, mais qu'elle avait terminé ses récitations. Déjà dans l'antichambre où l'attente du couple s'était prolongée, les valets de pied commençaient à se gausser des 2 solliciteurs et conduits. La honte d'une avanie, le souvenir du rien qu'était Rachel auprès de sa mère, poussèrent la fille de la Berma à poursuivre à fond une démarche que lui avait fait risquer d'abord le simple besoin de plaisir. Elle fit demander comme un service à Rachel, dût-elle ne pas avoir à l'entendre, la permission de lui serrer la main. Rachel était en train de causer avec un prince italien, séduit, disait-on, par l'attrait de sa grande fortune, dont quelques relations mondaines dissimulaient un peu l'origine. Elle mesura le renversement des situations qui mettaient maintenant les enfants de l'illustre Berma à ses pieds. Après avoir narré à tout le monde d'une façon plaisante cet incident, elle fit dire au jeune couple d'entrer, ce qu'il fit sans se faire prier, ruinant d'un seul coup la situation sociale de la Berma comme il avait détruit sa santé. Rachel l'avait compris, et que son amabilité condescendante donnerait dans le monde la réputation à elle de plus de bonté, au jeune couple de plus de bassesse, que n'eût fait son refus. Aussi les reçut-elle les bras ouverts, avec affectation, disant d'un air de protectrice enviée et qui sait oublier sa grandeur « Mais je crois bien, c'est une joie, la princesse sera ravie !» Ne sachant pas qu'on croyait au théâtre que c'était elle qui invitait, peut-être avait-elle craint qu'en refusant l'entrée aux enfants de la Berma, ceux-ci doutassent, au lieu de sa bonne volonté, ce qui lui eût été bien égal, de son influence. La duchesse de Guermantes s'éloigna instinctivement, car au fur et à mesure que quelqu'un avait l'air de rechercher le monde, il baissait dans l'estime de la duchesse. Elle n'en avait plus en ce moment que pour la bonté de Rachel, et eût tourné le dos aux enfants de la Berma si on les lui eût présentés. Rachel, cependant, composait déjà dans sa tête la phrase gracieuse dont elle accablerait le lendemain la Berma dans les coulisses. « J'ai été navrée, désolée que votre fille fasse antichambre. Si j'avais compris. » Elle m'envoyait bien carte sur carte. Elle était ravie de porter ce coup à la Berma. Peut-être eût-elle reculé si elle eût su que ce serait un coup mortel.
On aime à faire des victimes, mais sans se mettre précisément dans son tort en les laissant vivre. D'ailleurs, où était son tort? Elle devait dire en riant quelques jours plus tard « C'est un peu fort, j'ai voulu être plus aimable pour ses enfants qu'elle n'a jamais été pour moi, et pour un peu, on m'accuserait de l'avoir assassinée. Je prends la duchesse à témoin. » Il semble que tous les mauvais sentiments des acteurs et tout le factice de la vie de théâtre passent en leurs enfants sans que chez eux le travail obstiné soit un dérivatif comme chez la mère. Les grandes tragédiennes meurent souvent victimes des complots domestiques noués autour d'elles, comme il leur arrivait tant de fois à la fin des pièces qu'elles jouaient. La vie de la duchesse ne laissait pas d'ailleurs d'être très malheureuse, et pour une raison qui, par ailleurs, avait pour effet de déclasser parallèlement la société que fréquentait M. de Guermantes. Celui-ci qui, depuis longtemps calmé par son âge avancé, et quoiqu'il fût encore robuste, avait cessé de tromper Madame de Guermantes, s'était épris de Madame de Forcheville, sans qu'on sût bien les débuts de cette liaison. Quand on pensait à l'âge que devait avoir maintenant Madame de Forcheville, cela semblait extraordinaire. Mais peut-être avait-elle commencé la vie de femme galante très jeune. Et puis, il y a des femmes qu'à chaque décade, on retrouve en une nouvelle incarnation, ayant de nouvelles amours, parfois alors qu'on les croyait mortes, faisant le désespoir d'une jeune femme que, pour elle, abandonne son mari. Mais cette liaison avait pris des proportions telles que le vieillard, imitant dans ce dernier amour la manière de ceux qu'il avait eus autrefois, séquestrait sa maîtresse, au point que si mon amour pour Albertine avait répété, avec de grandes variations, l'amour de Swann pour Odette, l'amour de M. de Guermantes rappelait celui que j'avais eu pour Albertine. Il fallait qu'elle déjeunât, qu'elle dînât avec lui. Il était toujours chez elle. Elle s'emparait auprès d'amis qui, sans elle, n'eussent jamais été en relation avec le duc de Guermantes et qui venaient là pour le connaître, un peu comme on va chez une cocotte pour connaître un souverain, son amant. Certes, Madame de Forcheville était depuis longtemps devenue une femme du monde, mais recommençant à être entretenue sur le tard et par un si orgueilleux vieillard qui était tout de même chez elle le personnage important, elle se diminuait à chercher seulement à avoir les peignoirs qui lui plussent, la cuisine qu'il aimait, à flatter ses amis en leur disant qu'elle lui avait parlé d'eux, comme elle disait à mon grand-oncle qu'elle avait parlé de lui au grand-duc qui lui envoyait des cigarettes. En un mot, elle tendait, malgré tout l'acquis de sa situation mondaine et par la force de circonstances nouvelles, à redevenir telle qu'elle était apparue à mon enfance, la dame en rose. Certes, il y avait bien des années que mon oncle Adolphe était mort, mais la substitution autour de nous d'autres personnes aux anciennes nous empêche-t-elle de recommencer la même vie? Ces circonstances nouvelles, elles s'y étaient prêtées sans doute par cupidité, aussi parce que, assez recherchée dans le monde quand elle avait une fille à marier, laissée de côté dès que Gilbert eut épousé Saint-Loup, elle sentit que le duc de Guermantes, qui eut tout fait pour elle, lui amènerait nombre de duchesses peut-être enchantées de jouer un tour à leur amie Oriane. Peut-être enfin piquée au jeu par le mécontentement de la duchesse sur laquelle un sentiment féminin de rivalité la rendait heureuse de prévaloir. Cette liaison avec Madame de Forcheville, liaison qui n'était qu'une imitation de ses liaisons plus anciennes, venait de faire perdre au duc de Guermantes, pour la deuxième fois, la présidence du Jockey et un siège de membre libre à l'Académie des Beaux-Arts, comme la vie de M. de Charlus, publiquement associée à celle de Jupien, lui avait fait manquer la présidence de l'Union et celle aussi de la Société des Amis du Vieux Paris. Ainsi, les deux frères, si différents dans leur goût, étaient arrivés à la déconsidération à cause d'une même paresse, d'un même manque de volonté, lequel était sensible, mais agréablement, chez le duc de Guermantes, leur grand-père, membre de l'Académie française, mais qui, chez les deux petits-fils, avait permis à un goût naturel et à un autre qui passe pour ne l'être pas, de les désocialiser. Jusqu'à sa mort, Saint-Loup y avait fidèlement mené sa femme. N'étaient-ils pas tous deux les héritiers à la fois de M. de Guermantes et d'Odette,
laquelle d'ailleurs serait sans doute la principale héritière du duc. D'ailleurs, même des neveux courvoisiers fort difficiles, Madame de Marsante, la princesse de Trania, y allaient dans un espoir d'héritage, sans s'occuper de la peine que cela pouvait faire à Madame de Guermantes, dont Odette, piquée par ses dédains, disait du mal. Le vieux duc de Guermantes ne sortait plus, car il passait ses journées et ses soirées avec elle. Mais aujourd'hui, il vint un instant pour la voir, malgré l'ennui de rencontrer sa femme. Je ne l'avais pas aperçu et je ne l'eusse sans doute pas reconnu si on ne me l'avait clairement désigné. Il n'était plus qu'une ruine, mais superbe, et moins encore qu'une ruine, cette belle chose romantique que peut être un rocher dans la tempête, fouetté de toutes parts par les vagues de souffrance, de colère, de souffrir d'avancées montantes de la mort qui la circonvenait, sa figure effritée comme un bloc gardait le style, la cambrure que j'avais toujours admirée. Elle était rongée comme une de ces belles têtes antiques trop abîmées, mais dont nous sommes trop heureux d'orner un cabinet de travail. Elle paraissait seulement appartenir à une époque plus ancienne qu'autrefois, non seulement à cause de ce qu'elle avait pris de rude et de rompu dans sa matière jadis plus brillante, mais parce que l'expression de finesse et d'enjouement avait succédé une involontaire, une inconsciente expression bâtie par la maladie de lutte contre la mort, de résistance, de difficulté à vivre. Les artères ayant perdu toute souplesse avaient donné au visage, jadis épanoui, une dureté sculpturale. Et sans que le duc s'en doutât, il découvrait des aspects de nuque, de joue, de front, où l'être, comme obligé de se raccrocher avec acharnement à chaque minute, semblait bousculer dans une tragique rafale, pendant que les mèches blanches de sa magnifique chevelure moins épaisse venaient souffleter de leur écume le promontoire envahi du visage. Et comme ces reflets étranges, uniques, que seule l'approche de la tempête où tout va sombrer, dans nos roches, qui avaient été jusque-là d'une autre couleur, je compris que le gris plombé des joues raides et usées, le gris presque blanc et moutonnant des mèches soulevées, la faible lumière encore départie aux yeux qui voyaient à peine, étaient des teintes, non pas irréelles, trop réelles, au contraire, mais fantastiques, et emprunté à la palette de l'éclairage inimitable dans ses noirceurs effrayantes et prophétiques de la vieillesse, de la proximité de la mort. Le duc ne resta que quelques instants, assez pour que je comprisse qu'Odette, tout à des soupirants plus jeunes, se moquait de lui. Mais, chose curieuse, lui qui jadis était presque ridicule quand il prenait l'allure d'un roi de théâtre, avait pris un aspect véritablement grand, un peu comme son frère à qui la vieillesse, en le désencombrant de tout l'accessoire, le faisait ressembler. Et comme son frère, lui, jadis orgueilleux, bien que d'une autre manière, semblait presque respectueux, quoique aussi d'une autre façon. Car il n'avait pas subi la déchéance de son frère, réduit à saluer avec une politesse de malade oublieux ceux qui l'eût jadis dédaigné. Mais il était très vieux, et quand il voulut passer la porte et descendre l'escalier pour sortir, la vieillesse, qui est tout de même l'état le plus misérable pour les hommes et qui les précipite de leur fait le plus semblablement au roi des tragédies grecques, la vieillesse, en le forçant à s'arrêter dans le chemin de croix que devient la vie des impotents menacés, à essuyer son front ruisselant, à tâtonner en cherchant des yeux une marche qui se dérobait parce qu'il aurait eu besoin pour ses pas mal assurés, pour ses yeux ennuagés, d'un appui lui donnant à son insu l'air de l'implorer doucement et timidement des autres, la vieillesse l'avait fait encore plus qu'Auguste, suppliant. Ne pouvant pas se passer d'Odette, toujours installée chez elle dans le même fauteuil d'où la vieillesse et la goutte le faisaient difficilement lever, M. de Guermantes la laissait recevoir des amis qui étaient trop contents d'être présentés au duc, de lui laisser la parole, de l'entendre parler de la vieille société, de la marquise de Villeparisis, du duc de Chartres.
Ainsi, dans le faubourg Saint-Germain, ces positions en apparence imprenables du duc et de la duchesse de Guermantes, du baron de Charlus, avaient perdu leur inviolabilité, comme toute chose change dans ce monde par l'action d'un principe intérieur auquel on n'avait pas pensé. Chez M. de Charlus, l'amour de Charlie qui l'avait rendu esclave des Verdurins, puis le ramollissement. Chez Madame de Guermantes, un goût de nouveauté et d'art. Chez Monsieur de Guermantes, un amour exclusif, comme il en avait déjà eu de pareil dans sa vie, mais que la faiblesse de l'âge rendait plus tyrannique, et aux faiblesses duquel la sévérité du salon de la duchesse, où le duc ne paraissait plus, et qui d'ailleurs ne fonctionnait plus guère, n'opposait plus son démenti, son rachat mondain. Ainsi change la figure des choses de ce monde. Ainsi, le centre des empires et le cadastre des fortunes et la charte des situations, tout ce qui semblait définitif est-il perpétuellement remanié, et les yeux d'un homme qui a vécu peuvent-ils contempler le changement le plus complet, là où justement il lui paraissait le plus impossible. Par moments, sous le regard des tableaux anciens réunis par Swann dans un arrangement de collectionneur qui achevait le caractère démodé, ancien de cette scène, avec ce duc si restauration et cette cocotte tellement second empire dans un de ces peignoirs qu'il aimait, la dame en rose l'interrompait d'une jacasserie. Il s'arrêtait net et plantait sur elle un regard féroce. Peut-être s'était-il aperçu qu'elle aussi, comme la duchesse, disait quelquefois des bêtises. Peut-être, dans une hallucination de vieillard, croyait-il que c'était un trait d'esprit intempestif de Madame de Guermantes qui lui coupait la parole, et se croyait-il à l'hôtel de Guermantes, comme ces fauves enchaînés qui se figurent un instant être encore libres dans les déserts de l'Afrique. Et levant brusquement la tête de ses petits yeux ronds et jaunes qui avaient l'éclat d'yeux de fauve, il fixait sur elle un de ces regards qui, quelquefois, chez Madame de Guermantes, quand celle-ci parlait trop, m'avaient fait trembler. Ainsi, le duc regardait-il un instant l'audacieuse dame en rose, mais celle-ci, lui tenant tête, ne le quittait pas des yeux, et au bout de quelques instants qui semblaient longs au spectateur, le vieux fauve dompté, se rappelant qu'il était non pas libre chez la duchesse, dans ce Sahara dont le paillasson du palier marquait l'entrée, mais chez Madame de Forcheville, dans la cage du jardin des plantes, il rentrait dans ses épaules sa tête, d'où pendait encore une épaisse crinière, dont on aurait pu dire si elle était blonde ou blanche, et reprenait son récit. Il semblait n'avoir pas compris ce que Madame de Forcheville avait voulu dire, et qui d'ailleurs généralement n'avait pas grand sens. Il lui permettait d'avoir des amis à dîner avec lui, par une manie empruntée à ses anciennes amours, qui n'était pas pour étonner Odette, habituée à avoir eu la même de Swann, et qui me touchait, moi, en me rappelant ma vie avec Albertine. Il exigeait que ces personnes se retirassent de bonne heure, afin qu'il pût dire bonsoir à Odette, le dernier. Inutile de dire qu'à peine était-il parti, il allait en rejoindre d'autres. Mais le duc ne s'en doutait pas, ou préférait ne pas avoir l'air de s'en douter. La vue des vieillards baisse comme leur oreille devient plus dure. Leur clairvoyance s'obscurcit, la fatigue même fait faire relâche à leur vigilance. Et à un certain âge, c'est en un personnage de Molière, non pas même en l'Olympien amant d'Alcmène, mais en un risible Géronte, que se change inévitablement Jupiter. D'ailleurs, Odette trompait M. de Guermantes et aussi le soignait, sans charme, sans grandeur. Elle était médiocre dans ce rôle, comme dans tous les autres. Non pas que la vie ne lui en eût souvent donné de beaux, mais elle ne savait pas les jouer. Et de fait, chaque fois que je voulus la voir dans la suite, je n'y pus réussir, car M. de Guermantes, voulant à la fois concilier les exigences de son hygiène et de sa jalousie, ne lui permettait que les fêtes de jour, à condition encore que ce ne fussent pas des bals. Cette réclusion où elle était tenue, elle me l'avoua avec franchise, pour diverses raisons. La principale est qu'elle s'imaginait, bien que je n'eusse écrit que des articles ou publié que des études, que j'étais un auteur connu,
ce qui lui avait fait même naïvement dire, se rappelant le temps où j'allais avenue des Acacias pour la voir passer, et plus tard chez elle, « Ah, si j'avais pu deviner que ce serait un jour un grand écrivain !» Or, ayant entendu dire que les écrivains se plaisent auprès des femmes pour se documenter, se faire raconter des histoires d'amour, elle redevenait maintenant avec moi simple cocotte pour m'intéresser. Elle me racontait, « Tenez, une fois il y avait un homme qui s'était toqué de moi et que j'aimais éperdument aussi. Nous vivions d'une vie divine. Il avait un voyage à faire en Amérique. Je devais y aller avec lui. La veille du départ, je trouvais que c'était plus beau de ne pas laisser diminuer un amour qui ne pourrait pas rester toujours à ce point. Nous eûmes une dernière soirée où il était persuadé que je partais. Ce fut une nuit folle. J'avais près de lui des joies infinies et le désespoir de sentir que je ne le reverrais pas. Le matin même, j'étais allé donner mon billet à un voyageur que je ne connaissais pas. Il voulait au moins me l'acheter. Je lui répondis « Non, vous me rendez un tel service en me le prenant, je ne veux pas d'argent. » Puis, c'était une autre histoire. Un jour, j'étais dans les Champs-Élysées, M. de Bréauté, que je n'avais vu qu'une fois, se mit à me regarder avec une telle insistance que je m'arrêtai et lui demandai pourquoi il se permettait de me regarder comme ça. Il me répondit « Je vous regarde parce que vous avez un chapeau ridicule. » C'était vrai. C'était un petit chapeau avec des pensées. Les modes de ces temps-là étaient affreuses. Mais j'étais en fureur, je lui dis « Je ne vous permets pas de me parler ainsi. » Il se mit à pleuvoir. Je lui dis « Je ne vous pardonnerai que si vous aviez une voiture. » Eh bien, justement, j'en ai une, et je vais vous accompagner. « Non, je veux bien de votre voiture, mais pas de vous. » Je montai dans la voiture, il partit sous la pluie. Mais le soir, il arrive chez moi. Nous eûmes 2 années d'un amour fou. Venez prendre une fois le thé avec moi, je vous raconterai comment j'ai fait la connaissance de M. de Forcheville. Au fond, me dit-elle d'un air mélancolique, j'ai passé ma vie cloîtrée, parce que je n'ai eu de grands amours que pour des hommes qui étaient terriblement jaloux de moi. Je ne parle pas de M. de Forcheville, car au fond c'était un médiocre, et je n'ai jamais pu aimer véritablement que des gens intelligents. Mais voyez-vous, M. Swann était aussi jaloux que l'est ce pauvre duc. Pour celui-ci, je me prive de tout, parce que je sais qu'il n'est pas heureux chez lui. Pour M. Swann, c'était parce que je l'aimais follement. Et je trouve qu'on peut bien sacrifier la danse et le monde et tout le reste à ce qui peut faire plaisir ou seulement éviter des soucis à un homme qui vous aime. Pauvre Charles, il était si intelligent, si séduisant, exactement le genre d'homme que j'aimais. Et c'était peut-être vrai. Il y avait eu un temps où Swann lui avait plu, justement, celui où elle n'était pas son genre. À vrai dire, son genre, même plus tard, elle ne l'avait jamais été. Il l'avait pourtant alors tant et si douloureusement aimé. Il était surpris plus tard de cette contradiction. Elle ne doit pas en être une si nous songeons combien est forte dans la vie des hommes la proportion des souffrances par les femmes qui n'étaient pas leur genre. Peut-être cela tient-il à bien des causes. D'abord parce qu'elles ne sont pas votre genre, on se laisse d'abord aimer sans aimer. Par là, on laisse prendre sur sa vie une habitude qui n'aurait pas eu lieu avec une femme qui eût été notre genre et qui, se sentant désirée, se fût disputée. Ne nous aurait accordé que de rares rendez-vous, n'eût pas pris dans votre vie cette installation dans toutes nos heures qui, plus tard, si l'amour vient et qu'elle vienne à nous manquer pour une brouille, pour un voyage où on nous laisse sans nouvelles, ne nous arrache pas un seul lien, mais 1000. Ensuite, cette habitude est sentimentale, parce qu'il n'y a pas grand désir physique à la base. Et si l'amour naît, le cerveau travaille bien davantage. Il y a un roman au lieu d'un besoin. Nous ne nous méfions pas des femmes qui ne sont pas notre genre. Nous les laissons nous aimer, et si nous les aimons ensuite, nous les aimons 100 fois plus que les autres, sans avoir même près d'elles la satisfaction du désir assouvi.
Pour ces raisons et bien d'autres, le fait que nous ayons nos plus gros chagrins avec les femmes qui ne sont pas notre genre ne tient pas seulement à cette dérision du destin qui ne réalise notre bonheur que sous la forme qui nous plaît le moins. Une femme qui est notre genre est rarement dangereuse car elle ne veut pas de nous, nous contente, nous quitte vite, ne s'installe pas dans notre vie. Et ce qui est dangereux et procréateur de souffrance dans l'amour, ce n'est pas la femme elle-même, c'est sa présence de tous les jours. La curiosité de ce qu'elle fait à tout moment, ce n'est pas la femme, c'est l'habitude. J'eus eu la lâcheté de dire que c'était gentil et noble de sa part, mais je savais combien c'était faux et que sa franchise se mêlait de mensonges. Je pensais avec effroi, au fur et à mesure qu'elle me racontait des aventures, à tout ce que Swann avait ignoré, dont il aurait tant souffert, parce qu'il avait fixé à sa sensibilité sur cet être-là et qu'il devinait en être sûr, rien qu'à ses regards quand elle voyait un homme ou une femme inconnu et qui lui plaisait. Au fond, elle le faisait seulement pour me donner ce qu'elle croyait des sujets de nouvelles. Elle se trompait. Non qu'elle n'eût de tout temps abondamment fourni les réserves de mon imagination, mais d'une façon bien plus involontaire et par un acte émané de moi-même qui dégageait d'elle à son insu les lois de sa vie. Monsieur de Guermantes ne gardait ses foudres que pour la duchesse, sur les libres fréquentations à laquelle madame de Forcheville ne manquait pas d'attirer l'attention irritée de celui-ci. Aussi, la duchesse était-elle fort malheureuse. Il est vrai que monsieur de Charlus, à qui j'en avais parlé une fois, prétendait que les premiers torts n'avaient pas été du côté de son frère, que la légende de pureté de la duchesse était faite en réalité d'un nombre incalculable d'aventures habilement dissimulées. Je n'avais jamais entendu parler de cela. Pour presque tout le monde, madame de Guermantes était une femme toute différente. L'idée qu'elle avait toujours été irréprochable gouvernait les esprits. Entre ces deux idées, je ne pouvais décider laquelle était conforme à la vérité, cette vérité que presque toujours les trois quarts des gens ignorent. Je me rappelais bien certains regards bleus et vagabonds de la duchesse de Guermantes dans la nef de Combray. Mais vraiment, aucune des deux idées n'était réfutée par eux. Et l'une et l'autre pouvaient leur donner un sens différent et aussi acceptable. Dans ma folie, enfant, je les avais pris un instant pour des regards d'amour adressés à moi. Depuis, j'avais compris qu'ils n'étaient que les regards bienveillants d'une suzeraine, pareille à celle des vitraux de l'église pour ses vassaux. Fallait-il maintenant croire que c'était ma première idée qui avait été la vraie et que si, plus tard, jamais la duchesse ne m'avait parlé d'amour, c'est parce qu'elle avait craint de se compromettre avec un ami de sa tante et de son neveu, plus qu'avec un enfant inconnu rencontré par hasard à Saint-Hilaire de Combray? La duchesse avait pu un instant être heureuse de sentir son passé plus consistant parce qu'il était partagé par moi, mais à quelques questions que je lui posais sur le provincialisme de M. de Bréauté, que j'avais à l'époque peu distingué de M. de Sagan ou de M. de Guermantes, elle reprit son point de vue de femme du monde, c'est-à-dire de contemptrice de la mondanité. Tout en me parlant, la duchesse me faisait visiter l'hôtel. Dans des salons plus petits, on trouvait des intimes qui, pour écouter la musique, avaient préféré s'isoler. Dans un salon, empire, où quelques rares habits noirs écoutaient assis sur un canapé, on voyait, à côté d'une psyché supportée par une Minerve, une chaise longue, placée de façon rectiligne, mais à l'intérieur incurvée comme un berceau, et où une jeune femme était étendue. La mollesse de sa pose, que l'entrée de la duchesse ne lui fit même pas déranger, contrastait avec l'éclat merveilleux de sa robe empire en une soirée nacara devant laquelle les plus rouges fuchsias eussent pâli, et sur le tissu nacré de laquelle des insignes et des fleurs semblaient avoir été enfoncés longtemps car leurs traces y restaient en creux. Pour saluer la duchesse, elle inclina légèrement sa belle tête brune. Bien qu'il fît grand jour, comme elle avait demandé qu'on fermât les grands rideaux en vue de plus de recueillement pour la musique, on avait, pour ne pas se tordre les pieds, allumé sur un trépied une urne où s'irisait une faible lueur. En réponse à ma demande, la duchesse de Guermantes me dit que c'était madame de Sainte-Verte. Alors,
je voulus savoir ce qu'elle était à la Madame de Sainte-Verte que j'avais connue. Madame de Guermantes me dit que c'était la femme d'un de ses petits-neveux, parut supporter l'idée qu'elle était née La Rochefoucauld, mais nia avoir elle-même connu les Sainte-Vertes. Je lui rappelai la soirée, que je n'avais su, il est vrai, que par ouï-dire, où, princesse des Laumes, elle avait retrouvé Swann. Madame de Guermantes affirma n'avoir jamais été à cette soirée. La duchesse avait toujours été un peu menteuse, et l'était devenue davantage. Madame de Sainte-Verte était pour elle un salon, d'ailleurs assez tombé avec le temps, qu'elle aimait à renier. Je n'insistais pas. Non, qui vous avez pu entrevoir chez moi, parce qu'il avait de l'esprit, c'est le mari de celle dont vous parlez, et avec qui je n'étais pas en relation. Mais elle n'avait pas de mari. Vous vous l'êtes figuré parce qu'ils étaient séparés, mais il était bien plus agréable qu'elle. Je finis par comprendre qu'un homme énorme, extrêmement grand, extrêmement fort, avec des cheveux tout blancs que je rencontrais un peu partout et dont je n'avais jamais su le nom, était le mari de Madame de Sainte-Verte. Il était mort l'an passé. Quant à sa nièce, j'ignore si c'est à cause d'une maladie d'estomac, de nerfs, d'une phlébite, d'un accouchement prochain, récent ou manqué, qu'elle écoutait la musique étendue sans se bouger pour personne. Le plus probable est que, fière de ses belles soies rouges, elle pensait faire sur sa chaise longue un effet genre récamier. Elle ne se rendait pas compte qu'elle donnait pour moi la naissance à un nouvel épanouissement de ce nom Sainte-Verte, qui, à tant d'intervalles, marquait la distance et la continuité du temps. C'est le temps qu'elle berçait dans cette nacelle où fleurissait le nom de Sainte-Verte et le style empire en soie de fuchsia rouge. Ce style empire, Madame de Guermantes déclarait l'avoir toujours détesté. Cela voulait dire qu'elle le détestait maintenant, ce qui était vrai car elle suivait la mode, bien qu'avec quelque retard. Sans compliquer, en parlant de David, qu'elle connaissait peu, tout jeune, elle avait cru M. Ingres le plus ennuyeux des poncifs, puis brusquement, le plus savoureux des maîtres de l'art nouveau, jusqu'à détester Delacroix. Par quel degré elle était revenue de ce culte à la réprobation, importe peu, puisque ce sont là nuances du goût que le critique d'art reflète 10 ans avant la conversation des femmes supérieures. Après avoir critiqué le style empire, elle s'excusa de m'avoir parlé de gens aussi insignifiants que les Sainte-Vertes et de niaiseries comme le côté provincial de Bréauté, car elle était aussi loin de penser pourquoi cela m'intéressait que Madame de Sainte-Verte La Rochefoucauld, cherchant le bien de son estomac ou un effet ingresque, était loin de soupçonner que son nom m'avait ravi, celui de son mari, non celui plus glorieux de ses parents, et que je lui voyais comme fonction dans cette pièce pleine d'attributs de bercer le temps. Mais comment puis-je vous parler de ces sottises? Comment cela peut-il vous intéresser? S'écria la duchesse. Elle avait dit cette phrase à mi-voix et personne n'avait pu entendre ce qu'elle disait. Mais un jeune homme, qui m'intéressa dans la suite par un nom bien plus familier de moi autrefois que celui de Sainte-Verte, se leva d'un air exaspéré et alla plus loin pour écouter avec plus de recueillement. Car c'était la sonate à Kreutzer qu'on jouait. Mais s'étant trompé sur le programme, il croyait que c'était un morceau de Ravel, qu'on lui avait déclaré être beau comme du Palestrina, mais difficile à comprendre. Dans sa violence à changer de place, il heurta, à cause de la demi-obscurité, un bonheur du jour, ce qui n'alla pas sans faire tourner la tête à beaucoup de personnes pour qui cet exercice si simple de regarder derrière soi interrompait un peu le supplice d'écouter religieusement la sonate à Kreutzer. Et Madame de Guermantes et moi, à cause de ce petit scandale, nous nous hâtâmes de changer de pièce. Oui, comment ces riens-là peuvent-ils intéresser un homme de votre mérite? C'est comme tout à l'heure, quand je vous voyais causer avec Gilberte de Saint-Loup. Ce n'est pas digne de vous. Pour moi, c'est exactement rien, cette femme-là. Ce n'est même pas une femme. C'est ce que je connais de plus factice et de plus bourgeois au monde. Car même à sa défense de l'intellectualité, la duchesse mêlait ses préjugés d'aristocrate. D'ailleurs, devriez-vous venir dans des maisons comme ici? Aujourd'hui encore, je comprends, parce qu'il y avait cette récitation de Rachel. Ça peut vous intéresser.
Mais si belle qu'elle ait été, elle ne se donne pas devant ce public-là. Je vous ferai déjeuner avec elle. Alors vous verrez l'être que c'est, mais elle est 100 fois supérieure à tout ce qui est ici. Et après le déjeuner, elle vous dira du Verlaine. Vous m'en direz des nouvelles. Mais dans des grandes machines comme ici, non, ça me passe que vous veniez, à moins que ce ne soit pour faire des études, ajouta-t-elle d'un air de doute, de méfiance, et sans trop m'aventurer, car elle ne savait pas très exactement en quoi consistait le genre d'opérations improbables auxquelles elle faisait allusion. Elle me vanta surtout ses après-déjeuners, où il y avait tous les jours X et Y, car elle en était arrivée à cette conception des femmes à salon qu'elle méprisait autrefois, bien qu'elle le niât aujourd'hui, et dont la grande supériorité, le signe d'élection, selon elle, était d'avoir chez elle tous les hommes. Si je lui disais que telle grande dame à salon ne disait pas du bien quand elle vivait de Madame Houlande, la duchesse éclatait de rire devant ma naïveté. Mais naturellement, l'autre avait chez elle tous les hommes, et celle-ci cherchait à les attirer. Est-ce que vous ne croyez pas, dis-je à la duchesse, que ce soit pénible à Madame de Saint-Loup d'entendre ainsi, comme elle vient de le faire, l'ancienne maîtresse de son mari ? Je vis se former dans le visage de Madame de Guermantes cette barre oblique qui relie, par des raisonnements, ce qu'on vient d'entendre à des pensées peu agréables. Raisonnements inexprimés, il est vrai, mais toutes les choses graves que nous disons ne reçoivent jamais de réponse ni verbale ni écrite. Les sots seuls sollicitent en vain 10 fois de suite une réponse à une lettre qu'ils ont eu le tort d'écrire et qui était une gaffe. Car à ces lettres-là, il n'est jamais répondu que par des actes. Mais la correspondante qu'on croit inexacte vous dit « Monsieur » quand elle vous rencontre, au lieu de vous appeler par votre prénom. Mon allusion à la liaison de Saint-Loup avec Rachel n'avait rien de si grave et ne put mécontenter qu'une seconde Madame de Guermantes en lui rappelant que j'avais été l'ami de Robert et peut-être son confident au sujet des déboires qu'avait procuré à Rachel sa soirée chez la duchesse. Mais celle-ci ne persista pas dans ses pensées. La barre orageuse se dissipa et Madame de Guermantes répondit à ma question relative à Madame de Saint-Loup. Je vous dirais, je crois que ça lui est d'autant plus égal que Gilberte n'a jamais aimé son mari. C'est une petite horreur. Elle a aimé la situation, le nom, être ma nièce, sortir de sa fange, après quoi elle n'a pas eu d'autre idée que d'y rentrer. Je vous dirais que ça me faisait beaucoup de peine à cause du pauvre Robert, parce qu'il avait beau ne pas être un aigle, il s'en apercevait très bien, et d'un tas de choses. Il ne faut pas le dire parce qu'elle est malgré tout ma nièce, je n'ai pas la preuve positive qu'elle le trompait, mais il y a eu un tas d'histoires. Mais si, je vous dis que je le sais, avec un officier de mes églises. Robert a voulu se battre, mais c'est pour tout ça que Robert s'est engagé. La guerre lui est apparue comme une délivrance de ses chagrins de famille. Si vous voulez ma pensée, il n'a pas été tué, il s'est fait tuer. Elle n'a eu aucune espèce de chagrin, elle m'a même étonné par un rare cynisme dans l'affectation de son indifférence, ce qui m'a fait beaucoup de chagrin, parce que j'aimais bien le pauvre Robert. Ça vous étonnera peut-être parce qu'on me connaît mal, mais il m'arrive encore de penser à lui. Je n'oublie personne. Il ne m'a jamais rien dit, mais il avait bien compris que je devinais tout. Mais voyons, si elle avait aimé tant soit peu son mari, pourrait-elle supporter, avec ce flegme, de se trouver dans le même salon que la femme dont il a été l'amant épernu pendant tant d'années ? On peut dire toujours, car j'ai la certitude que ça n'a jamais cessé, même pendant la guerre. Mais elle lui sauterait à la gorge, s'écria la duchesse, oubliant qu'elle-même, en faisant inviter Rachel et en rendant possible la scène qu'elle jugeait inévitable si Gilberte eût aimé Robert, agissait peut-être cruellement. Non, voyez-vous, conclut-elle, c'est une cochonne. Une telle expression était rendue possible à Madame de Guermantes par la pente qu'elle descendait du milieu des Guermantes agréables à la société des comédiennes, et aussi parce qu'elle greffait cela sur un genre XVIIIe siècle qu'elle jugeait plein de verdeur, enfin parce qu'elle se croyait tout permis. Mais cette expression lui était dictée par la haine qu'elle éprouvait pour Gilberte.
par un besoin de la frapper, à défaut de matériellement en effigie. Et en même temps, la duchesse pensait justifier par là toute la conduite qu'elle tenait à l'égard de Gilberte, ou plutôt contre elle, dans le monde, dans la famille, au point de vue même des intérêts de la succession de Robert. Mais comme parfois les jugements qu'on porte reçoivent de faits qu'on ignore et qu'on eût pu supposer une justification apparente, Gilberte, qui tenait sans doute un peu de l'ascendance de sa mère, et c'est bien cette facilité que j'avais, sans m'en rendre compte, escomptée en lui demandant de me faire connaître de très jeunes filles, tira après réflexion de la demande que j'avais faite, et sans doute pour que le profit ne sortît pas de la famille, une conclusion plus hardie que toutes celles que j'avais pu supposer. Elle me dit « Si vous le permettez, je vais aller vous chercher ma fille pour vous la présenter. Elle est là-bas, qui cause avec le petit Mortemart et d'autres bambins sans intérêt. Je suis sûr qu'elle sera une gentille amie pour vous. » Je lui demandai si Robert avait été content d'avoir une fille. Oh, il était très fier d'elle, mais naturellement, je crois tout de même qu'étant donné ses goûts, dit naïvement Gilberte, il aurait préféré un garçon. Cette fille, dont le nom et la fortune pouvaient faire espérer à sa mère qu'elle épouserait un prince royal et couronnerait toute l'œuvre ascendante de Swann et de sa femme, choisit plus tard comme mari un homme de lettres obscur, car elle n'avait aucun snobisme, et fit redescendre cette famille plus bas que le niveau d'où elle était partie. Il fut alors extrêmement difficile de faire croire aux générations nouvelles que les parents de cet obscur ménage avaient eu une grande situation. Les noms de Swann et d'Odette de Crécy ressuscitèrent miraculeusement pour permettre aux gens de vous apprendre que vous vous trompiez, que ce n'était pas du tout si étonnant que cela comme famille. Et on croyait que Madame de Saint-Loup avait fait en somme le meilleur mariage qu'elle avait pu, que celui de son père avec Odette de Crécy n'étant rien, fait en cherchant à s'élever vainement, alors qu'au contraire, du moins au point de vue de son amour, son mariage avait été inspiré des théories comme celles qui purent pousser au XVIIIe siècle des grands seigneurs, disciples de Rousseau ou des révolutionnaires, à vivre de la vie de la nature et à abandonner leurs privilèges. L'étonnement de ces paroles et le plaisir qu'elles me firent furent bien vite remplacés, tandis que Madame de Saint-Loup s'éloignait vers un autre salon, par cette idée du temps passé, qu'elle aussi, à sa manière, me rendait, et sans même que je l'eusse vue, Mademoiselle de Saint-Loup. Comme la plupart des êtres d'ailleurs, n'était-elle pas comme sont dans les forêts les étoiles des carrefours où viennent converger des routes venues pour notre vie aussi des points les plus différents? Elles étaient nombreuses pour moi, celles qui aboutissaient à Mademoiselle de Saint-Loup et qui rayonnaient autour d'elle. Et avant tout venaient aboutir à elle les deux grands côtés où j'avais fait tant de promenades et de rêves. Par son père Robert de Saint-Loup, le côté de Guermantes, par Gilberte, sa mère, le côté de Méséglise, qui était le côté de chez Swann. L'une, par la mère de la jeune fille et les Champs-Élysées, me menait jusqu'à Swann, à mes soirs de Combray, aux côtés de Méséglise. L'autre, par son père, à mes après-midi de Balbec, où je le revoyais près de la mer ensoleillée. Déjà entre ces deux routes, des transversales s'établissaient, car ce Balbec réel où j'avais connu Saint-Loup, c'était en grande partie à cause de ce que Swann m'avait dit sur les églises, sur l'église persane surtout, que j'avais tant voulu y aller. Et d'autre part, par Robert de Saint-Loup, neveu de la duchesse de Guermantes, je rejoignais à Combray encore le côté de Guermantes. Mais à bien d'autres points de ma vie encore conduisait Mademoiselle de Saint-Loup, à la dame en rose, qui était sa grand-mère et que j'avais vue chez mon grand-oncle. Nouvelle transversale ici, car le valet de chambre de ce grand-oncle qui m'avait introduit ce jour-là et qui, plus tard, m'avait, par le don d'une photographie, permis d'identifier la dame en rose, était le père du jeune homme que non seulement M. de Charlus, mais le père même de Mademoiselle de Saint-Loup avait aimé, pour qui il avait rendu sa mère malheureuse. Et n'était-ce pas le grand-père de Mademoiselle de Saint-Loup, Swann, qui m'avait le premier parlé de la musique de Vinteuil, de même que Gilberte m'avait la première parlé d'Albertine?
Or, c'est en parlant de la musique de Vinteuil à Albertine que j'avais découvert qui était sa grande amie et commencé avec elle cette vie qui l'avait conduite à la mort et m'avait causé tant de chagrin. C'était du reste aussi le père de mademoiselle de Saint-Loup qui était parti tâcher de faire revenir Albertine. Et même toute ma vie mondaine, soit à Paris dans le salon des Swann ou des Guermantes, soit tout à l'opposé chez les Verdurins, et faisant ainsi s'aligner à côté des deux côtés de Combray, des Champs-Élysées, la belle terrasse de la Raspelière. D'ailleurs, quels êtres avons-nous connus qui, pour raconter notre amitié avec eux, ne nous obligent à les placer successivement dans tous les sites les plus différents de notre vie? Une vie de Saint-Loup peinte par moi se déroulerait dans tous les décors et intéresserait toute ma vie, même les parties de cette vie où il fut le plus étranger, comme ma grand-mère ou comme Albertine. D'ailleurs, si à l'opposé qu'ils fussent, les Verdurins tenaient à Odette par le passé de celle-ci, à Robert de Saint-Loup par Charly, et chez eux, quel rôle n'avait pas joué la musique de Vinteuil? Enfin, Swann avait aimé la sœur de Legrandin, lequel avait connu M. de Charlus, dont le jeune Cambremer avait épousé la pupille. Certes, s'il s'agit uniquement de nos cœurs, le poète a eu raison de parler des fils mystérieux que la vie brise. Mais il est encore plus vrai qu'elle en tisse sans cesse entre les êtres, entre les événements, qu'elle entrecroise ces fils, qu'elle les redouble pour épaissir la trame, si bien qu'entre le moindre point de notre passé et tous les autres, un riche réseau de souvenirs ne laisse que le choix des communications. On peut dire qu'il n'y avait pas, si je cherchais à ne pas en user inconsciemment, mais à me rappeler ce qu'elle avait été, une seule des choses qui nous servait en ce moment, qui n'avait été une chose vivante, et vivant d'une vie personnelle pour nous, transformée ensuite à notre usage en simple matière industrielle. Ma présentation à mademoiselle de Saint-Loup allait avoir lieu chez madame Verdurin. Avec quel charme je repensais à tous nos voyages avec cette Albertine dont j'allais demander à mademoiselle de Saint-Loup d'être un succès d'année. Dans le petit tram vers Deauville pour aller chez madame Verdurin, cette même madame Verdurin qui avait noué et rompu avant mon amour pour Albertine, celui du grand-père et de la grand-mère de mademoiselle de Saint-Loup. Tout autour de nous étaient des tableaux de cette Elstir qui m'avait présenté à Albertine, et pour fondre mieux encore tous mes passés, madame Verdurin, tout comme Gilberte, avait épousé un Guermantes. Nous ne pourrions pas raconter nos rapports avec un être que nous avons même peu connu sans faire se succéder les sites les plus différents de notre vie. Ainsi, chaque individu, et j'étais moi-même un de ces individus, mesurait pour moi la durée par la révolution qu'il avait accomplie, non seulement autour de soi-même, mais autour des autres, et notamment par les positions qu'il avait occupées successivement par rapport à moi, et sans doute tous ces plans différents suivant lesquels le temps, depuis que je venais de le ressaisir dans cette fête, disposait de ma vie, en me faisant songer que dans un livre qui voudrait en raconter une, il faudrait user, par opposition à la psychologie plane dont on use d'ordinaire, d'une sorte de psychologie dans l'espace, ajoutait une beauté nouvelle à ces résurrections que ma mémoire opérait tant que je songeais seul dans la bibliothèque, puisque la mémoire, en introduisant le passé dans le présent sans le modifier tel qu'il était au moment où il était le présent, supprime précisément cette grande dimension du temps suivant laquelle la vie se réalise. Je vis Gilberte s'avancer, moi pour qui le mariage de Saint-Loup, les pensées qui m'occupaient alors et qui étaient les mêmes ce matin étaient d'hier. Je fus étonné de voir à côté d'elle une jeune fille d'environ 16 ans, dont la taille élevée mesurait cette distance que je n'avais pas voulu voir. Le temps incolore et insaisissable s'était, pour que, pour ainsi dire, je puisse le voir et le toucher, matérialisé en elle. Il l'avait pétri comme un chef-d'œuvre, tandis que parallèlement sur moi, hélas, il n'avait fait que son œuvre. Cependant, mademoiselle de Saint-Loup était devant moi. Elle avait les yeux profondément forés et perçants, et aussi son nez charmant, légèrement avancé en forme de bec et courbe, non point peut-être comme celui de Swann, mais comme celui de Saint-Loup.
L'âme de ce guermande s'était évanouie, mais la charmante tête aux yeux perçants de l'oiseau envolé était venue se poser sur les épaules de mademoiselle de Saint-Loup, ce qui faisait longuement rêver ceux qui avaient connu son père. Je fus frappé que son nez, fait comme sur le patron de celui de sa mère et de sa grand-mère, s'arrêta juste par cette ligne tout à fait horizontale sous son nez, sublime, quoique pas assez courte. Un trait aussi particulier eût fait reconnaître une statue entre des milliers. N'eût-on vu que ce trait-là, et j'admirais que la nature fût revenue à point nommé pour la petite fille, comme pour la mère, comme pour la grand-mère, donner, en grand et original sculpteur, ce puissant et décisif coup de ciseau. Je la trouvais bien belle, pleine encore d'espérance, riante, formée des années mêmes que j'avais perdues, elle ressemblait à ma jeunesse. Enfin, cette idée du temps avait un dernier prix pour moi. Elle était un aiguillon, elle me disait qu'il était temps de commencer si je voulais atteindre ce que j'avais quelquefois senti au cours de ma vie dans de brefs éclairs du côté de Guermantes, dans mes promenades en voiture avec Madame de Villeparisis et qui m'avait fait considérer la vie comme digne d'être vécue. Combien me le semblait-elle davantage, maintenant qu'elle me semblait pouvoir être éclaircie, elle qu'on vit dans les ténèbres, ramenée au vrai de ce qu'elle était, elle qu'on fausse sans cesse, en somme réalisée dans un livre, que celui qui pourrait écrire un tel livre serait heureux, pensais-je. Quel labeur devant lui! Pour en donner une idée, c'est aux arts les plus élevés et les plus différents qu'il faudrait emprunter des comparaisons. Car cet écrivain qui, d'ailleurs, pour chaque caractère, en ferait apparaître les phases opposées, pour montrer son volume, devrait préparer son livre minutieusement, avec de perpétuels regroupements de forces, comme une offensive, le supporter comme une fatigue, l'accepter comme une règle, le construire comme une église, le suivre comme un régime, le vaincre comme un obstacle, le conquérir comme une amitié, le suralimenter comme un enfant, le créer comme un monde, sans laisser de côté ces mystères qui n'ont probablement leur explication que dans d'autres mondes et dont le pressentiment est ce qui nous émeut le plus dans la vie et dans l'art. Et dans ces grands livres-là, il y a des parties qui n'ont eu le temps que d'être esquissées et qui ne seront sans doute jamais finies à cause de l'ampleur même du plan de l'architecte. Combien de grandes cathédrales restent inachevées? On le nourrit, on fortifie ses parties faibles, on le préserve, mais ensuite, c'est lui qui grandit, qui désigne notre tombe, la protège contre les rumeurs et, quelque temps, contre l'oubli. Mais pour en revenir à moi-même, je pensais plus modestement à mon livre, et ce serait même inexact que de dire en pensant à ceux qui le liraient, à mes lecteurs, car ils ne seraient pas, selon moi, mes lecteurs, mais les propres lecteurs d'eux-mêmes. Mon livre n'étant qu'une sorte de ces vers grossissants, comme ceux que tendait à un acheteur l'opticien de Combray. Mon livre, grâce auquel je leur fournirais le moyen de lire en eux-mêmes, de sorte que je ne leur demanderais pas de me louer ou de me dénigrer, mais seulement de me dire si c'est bien cela, si les mots qu'ils lisent en eux-mêmes sont bien ceux que j'ai écrits, les divergences possibles à cet égard ne devant pas, du reste, provenir toujours de ce que je me serais trompé, mais quelquefois de ce que les yeux du lecteur ne seraient pas de ceux à qui mon livre conviendrait pour bien lire en soi-même. Et changeant à chaque instant de comparaison, selon que je me représentais mieux et plus matériellement la besogne à laquelle je me livrerais, je pensais que sur ma grande table de bois blanc regardée par Françoise, comme tous les êtres sans prétention qui vivent à côté de nous ont une certaine intuition de nos tâches, et j'avais assez oublié Albertine pour avoir pardonné à Françoise ce qu'elle avait pu faire contre elle, je travaillerais auprès d'elle, et presque comme elle, du moins comme elle faisait autrefois, si vieille maintenant, elle n'y voyait plus goutte. Car, épinglant ici un feuillet supplémentaire,
je bâtirais mon livre, je n'ose pas dire ambitieusement comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe. Quand je n'aurais pas auprès de moi toutes mes paperoles, comme disait Françoise, et que me manquerait juste celle dont j'aurais besoin, Françoise comprendrait bien mon énervement, elle qui disait toujours qu'elle ne pouvait pas coudre si elle n'avait pas le numéro de fil et les boutons qu'il fallait. Et puis, parce qu'à force de vivre de ma vie, elle s'était faite du travail littéraire une sorte de compréhension instinctive, plus juste que celle de bien des gens intelligents, à plus forte raison que celle des gens bêtes. Ainsi, quand j'avais autrefois fait mon article pour le Figaro, pendant que le vieux maître d'hôtel, avec ce genre de commisération qui exagère toujours un peu ce cas de pénible, un labeur qu'on ne pratique pas, qu'on ne conçoit même pas, et même une habitude qu'on n'a pas, comme les gens qui vous disent « comme ça doit vous fatiguer d'éternuer comme ça », plaignait sincèrement les écrivains en disant « quel casse-tête ça doit être ». Françoise, au contraire, devinait mon bonheur et respectait mon travail. Elle se fâchait seulement que je racontasse d'avance mon article à bloc, craignant qu'il me devançât et disant « tous ces gens-là, vous n'avez pas assez de méfiance, c'est des copiateurs ». Et Bloch se donnait en effet un alibi rétrospectif en me disant, chaque fois que je lui avais esquissé quelque chose qu'il trouverait bien, « tiens, c'est curieux, j'ai fait quelque chose de presque pareil, il faudra que je te lise cela ». Il n'aurait pas pu me lire encore, mais allait l'écrire le soir même. À force de coller les uns aux autres ces papiers que Françoise appelait mes paperoles, ils se déchiraient çà et là. Au besoin, Françoise ne pourrait-elle pas m'aider à les consolider de la même façon qu'elle mettait des pièces aux parties usées de ses robes ou qu'à la fenêtre de la cuisine, en attendant le vitrier comme moi l'imprimeur, elle collait un morceau de journal à la place d'un carreau cassé. Françoise me dirait, en me montrant mes cahiers rongés comme le bois où l'insecte s'est mis, « c'est tout mité, regardez, c'est malheureux, voilà un bout de page qui n'est plus qu'une dentelle. » Et l'examinant comme un tailleur, « oh, je ne crois pas que je pourrais le refaire, c'est perdu. C'est dommage, c'est peut-être vos plus belles idées. Comme on dit à Combray, il n'y a pas de fourreurs qui s'y connaissent aussi bien comme les mythes. Ils se mettent toujours dedans les meilleures étoffes. » D'ailleurs, comme les individualités humaines ou non sont dans un livre fait en impressions nombreuses qui, prises de bien des jeunes filles, de bien des églises, de bien des sonates, servent à faire une seule sonate, une seule église, une seule jeune fille, ne ferais-je pas mon livre de la façon que Françoise faisait ce bœuf mode apprécié par M. de Norpois et dont tant de morceaux de viande ajoutés et choisis enrichissaient la gelée? Et je réaliserai enfin ce que j'avais tant désiré dans mes promenades du côté de Guermantes et cru impossible, comme j'avais cru impossible en rentrant de m'habituer jamais à me coucher sans embrasser ma mère, ou plus tard à l'idée qu'Albertine aimait les femmes, idée avec laquelle j'avais fini par vivre sans même m'apercevoir de sa présence, car nos plus grandes craintes, comme nos plus grandes espérances, ne sont pas au-dessus de nos forces, et nous pouvons finir par dominer les unes et réaliser les autres. Oui, à cette œuvre, cette idée du temps que je venais de former disait qu'il était temps de me mettre. Il était grand temps. Mais, et cela justifiait l'anxiété qui s'était emparée de moi dès mon entrée dans le salon, quand les visages grimés m'avaient donné la notion du temps perdu, était-il temps encore? Et même, étais-je encore en état? L'esprit à ces paysages dont la contemplation ne lui est laissée qu'un temps. J'avais vécu comme un peintre, montant un chemin qui surplombe un lac dont un rideau de rochers et d'arbres lui cache la vue. Par une brèche, il l'aperçoit, il l'a tout entier devant lui, il prend ses pinceaux, mais déjà vient la nuit où l'on ne peut plus peindre et sur laquelle le jour ne se relèvera pas. Seulement, une condition de mon œuvre telle que je l'avais conçue tout à l'heure dans la bibliothèque était l'approfondissement d'impressions qu'il fallait d'abord recréer par la mémoire. Or, celle-ci était usée. D'abord, du moment que rien n'était commencé, je pouvais être inquiet, même si je croyais avoir encore devant moi, à cause de mon âge, quelques années, car mon heure pouvait sonner dans quelques minutes. Il fallait partir en effet de ceci, que j'avais un corps,
c'est-à-dire que j'étais perpétuellement menacé d'un double danger, extérieur et intérieur. Encore ne parlais-je ainsi que pour la commodité du langage, car le danger intérieur, comme celui d'hémorragie cérébrale, est extérieur aussi étant du corps. Et avoir un corps, c'est la grande menace pour l'esprit. La vie humaine est pensante, dont il faut sans doute moins dire qu'elle est un miraculeux perfectionnement de la vie animale et physique, mais plutôt qu'elle est une imperfection encore rudimentaire qu'est l'existence commune des protozoaires en polypiers, que le corps de la baleine, etc., dans l'organisation de la vie spirituelle. Le corps enferme l'esprit dans une forteresse. Bientôt, la forteresse est assiégée de toutes parts et il faut, à la fin, que l'esprit se rende. Mais pour me contenter de distinguer les deux sortes de dangers menaçant l'esprit et pour commencer par l'extérieur, je me rappelais que souvent déjà dans ma vie, il m'était arrivé, dans des moments d'excitation intellectuelle où quelques circonstances avaient suspendu chez moi toute activité physique, par exemple que je quittais en voiture à demi-gris le restaurant de Rivebelle pour aller à quelques casinos voisins, de sentir très nettement en moi l'objet présent de ma pensée et de comprendre qu'il dépendait d'un hasard, non seulement que cet objet n'y fût pas encore entré, mais qu'il fût avec mon corps même, anéanti. Je m'en souciais peu alors. Mon allégresse n'était pas prudente, pas inquiète. Que cette joie finît dans une seconde et entra dans le néant, peu m'importait. Il n'en était plus de même maintenant. C'est que le bonheur que j'éprouvais ne venait pas d'une tension purement subjective des nerfs qui nous isole du passé, mais au contraire d'un élargissement de mon esprit en qui se reformait, s'actualisait ce passé et me donnait, mais hélas momentanément, une valeur d'éternité. J'aurais voulu léguer celle-ci à ceux que j'aurais pu enrichir de mon trésor. Certes, ce que j'avais éprouvé dans la bibliothèque et que je cherchais à protéger, c'était plaisir encore, mais non plus égoïste, ou du moins d'un égoïsme, car tous les altruismes féconds de la nature se développent selon un mode égoïste. L'altruisme humain, qui n'est pas égoïste, est stérile. C'est celui de l'écrivain qui s'interrompt de travailler pour recevoir un ami malheureux, pour accepter une fonction publique, pour écrire des articles de propagande. D'un égoïsme utilisable pour autrui. Je n'avais plus mon indifférence des retours de Rivebelle. Je me sentais accru de cette œuvre que je portais en moi, comme par quelque chose de précieux et de fragile qui m'eût été confié et que j'aurais voulu remettre intact aux mains auxquelles il était destiné et qui n'étaient pas les miennes. Maintenant, me sentir porteur d'une œuvre rendait pour moi un accident où j'aurais trouvé la mort plus redoutable même dans la mesure où cette œuvre me semblait nécessaire et durable, absurde, en contradiction avec mon désir, avec l'élan de ma pensée, mais pas moins possible pour cela, puisque, comme il arrive chaque jour dans les incidents les plus simples de la vie, où, pendant qu'on désire de tout son cœur ne pas faire de bruit à un ami qui dort, une carafe placée trop au bord de la table tombe et le réveille, les accidents étant produits par des causes matérielles peuvent parfaitement avoir lieu au moment où des volontés fort différentes, qu'ils détruisent sans les connaître, les rendent détestables. Je savais très bien que mon cerveau était un riche bassin minier où il y avait une étendue immense et fort diverse de gisements précieux. Mais aurais-je le temps de les exploiter ? J'étais la seule personne capable de le faire, pour deux raisons. Avec ma mort eût disparu non seulement le seul ouvrier mineur capable d'extraire ces minerais, mais encore le gisement lui-même. Or, tout à l'heure, quand je rentrerai chez moi, il suffirait de la rencontre de l'auto que je prendrais avec une autre pour que mon corps fût détruit et que mon esprit, d'où la vie se retirerait, fût forcé d'abandonner à tout jamais les idées nouvelles, qu'en ce moment même, n'ayant pas eu le temps de les mettre plus en sûreté dans un livre, il en serrait anxieusement de sa pulpe frémissante, protectrice, mais fragile. Or, par une bizarre coïncidence, cette crainte raisonnée du danger naissait en moi à un moment où, depuis peu, l'idée de la mort m'était devenue indifférente. La crainte de n'être plus moi m'avait fait jadis horreur, et à chaque nouvel amour que j'éprouvais pour Gilberte, pour Albertine, parce que je ne pouvais supporter l'idée qu'un jour l'être qui les aimait n'existerait plus, ce qui serait comme une espèce de mort,
Mais à force de se renouveler, cette crainte s'était naturellement changée en un calme confiant. L'accident cérébral n'était même pas nécessaire, ces symptômes sensibles pour moi par un certain vide dans la tête et par un oubli de toute chose que je ne retrouvais plus que par hasard, comme quand en rangeant des affaires, on en trouve une qu'on avait oubliée, qu'on avait même cherchée, faisait de moi comme un thésauriseur dont le coffre-fort crevé eût laissé fuir au fur et à mesure les richesses. Quelque temps, il exista un moi qui déplora de perdre ses richesses et s'opposait à elles, à la mémoire. Et bientôt, je sentis que la mémoire, en se retirant, emportait aussi ce moi. Si l'idée de la mort dans ce temps-là m'avait, on l'a vu, assombri l'amour, depuis longtemps déjà le souvenir de l'amour m'aidait à ne pas craindre la mort. Car je comprenais que mourir n'était pas quelque chose de nouveau, mais qu'au contraire, depuis mon enfance, j'étais déjà mort bien des fois. Pour prendre la période la moins ancienne, n'avais-je pas tenu à Albertine plus qu'à ma vie? Pouvais-je alors concevoir ma personne sans qu'y continuât mon amour pour elle? Or, je ne l'aimais plus. J'étais non plus l'être qui l'aimait, mais un être différent qui ne l'aimait pas. J'avais cessé de l'aimer quand j'étais devenu un autre. Or, je ne souffrais pas d'être devenu cet autre, de ne plus aimer Albertine. Et certes, ne plus avoir un jour mon corps ne pouvait me paraître en aucune façon quelque chose d'aussi triste que m'avait paru jadis de ne plus aimer un jour Albertine. Et pourtant, combien cela m'était égal maintenant de ne plus l'aimer. Ces morts successives, si redoutées du moi qu'elles devaient anéantir, si indifférentes, si douces une fois accomplies et quand celui qui les craignait n'était plus là pour les sentir, m'avaient fait, depuis quelque temps, comprendre combien il serait peu sage de m'effrayer de la mort. Or, c'était maintenant qu'elle m'était depuis peu devenue indifférente que je recommençais de nouveau à la craindre, sous une autre forme, il est vrai, non pas pour moi, mais pour mon livre, à l'éclosion duquel était au moins pendant quelque temps indispensable cette vie que tant de dangers menaçaient. Victor Hugo dit « Il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent ». Moi, je dis que la loi cruelle de l'art est que les êtres meurent et que nous-mêmes mourrions en épuisant toutes les souffrances pour que pousse l'herbe, non de l'oubli, mais de la vie éternelle, l'herbe drue des œuvres fécondes sur laquelle les générations viendront faire gaiement, sans souci de ceux qui dorment au-dessous, leur déjeuner sur l'herbe. J'ai dit des dangers extérieurs, des dangers intérieurs aussi. Si j'étais préservé d'un accident venu du dehors, qui sait si je ne serais pas empêché de profiter de cette grâce par un accident survenu au-dedans de moi, par quelque catastrophe interne, avant que fussent écoulés les mois nécessaires pour écrire ce livre. Quand, tout à l'heure, je reviendrai chez moi par les Champs-Élysées, qui me dit que je ne serai pas frappé par le même mal que ma grand-mère, un après-midi où elle était venue y faire avec moi une promenade, qui devait être pour elle la dernière, sans qu'elle s'en doutât, dans cette ignorance qui est la nôtre d'une aiguille arrivée sur le point ignoré par elle, où le ressort déclenché de l'horlogerie va sonner l'heure. Peut-être la crainte d'avoir déjà parcouru presque tout entière la minute qui précède le premier coup de l'heure, quand déjà celui-ci se prépare, peut-être cette crainte du coup qui serait en train de s'ébranler dans mon cerveau, cette crainte était-elle comme une obscure connaissance de ce qui allait être, comme un reflet dans la conscience de l'état précaire du cerveau dont les artères vont céder, ce qui n'est pas plus impossible que cette soudaine acceptation de la mort qu'ont des blessés qui, quoiqu'ils aient gardé leur lucidité, que le médecin et le désir de vivre cherchent à les tromper, disent, voyant ce qui va être, « Je vais mourir, je suis prêt », et écrivent leurs adieux à leurs femmes. Et en effet, ce fut là la chose singulière qui arriva avant que je n'eusse commencé mon livre, ce qui arriva sous une forme dont je ne me serais jamais douté. On me trouva, un soir où je sortis, meilleure mine qu'autrefois. On s'étonna que j'eusse gardé tous mes cheveux noirs, mais je manquais 3 fois de tomber en descendant l'escalier. Ce n'avait été qu'une sortie de 2 heures, mais quand je fus rentré, je sentis que je n'avais plus ni mémoire, ni pensée, ni force, ni aucune existence.
On serait venu pour me voir, pour me nommer roi, pour me saisir, pour m'arrêter, que je me serais laissé faire sans dire un mot, sans rouvrir les yeux, comme ces gens atteints au plus haut degré du mal de mer et qui, traversant sur un bateau la mer Caspienne, n'esquissent même pas une résistance si on leur dit qu'on va les jeter à la mer. Je n'avais à proprement parler aucune maladie, mais je sentais que je n'étais plus capable de rien, comme il arrive à des vieillards, alertes la veille, et qui, s'étant fracturé la cuisse ou ayant une indigestion, peuvent mener encore quelque temps dans leur lit une existence qui n'est plus qu'une préparation plus ou moins longue à une mort désormais inéluctable. Un des mois, celui qui jadis allait dans ces festins de barbares qu'on appelle dîner en ville et où pour les hommes en blanc, pour les femmes à demi-nues et emplumées, les valeurs si renversées que quelqu'un qui ne vient pas dîner après avoir accepté ou seulement n'arrive qu'au rôti commet un acte plus coupable que les actions immorales dont on parle légèrement pendant ce dîner, ainsi que des morts récentes et où la mort ou une grave maladie sont les seules excuses à ne pas venir, à condition qu'on eût fait prévenir à temps pour l'invitation d'un 14e qu'on était mourant, ce moi-là, en moi, avait gardé ses scrupules et perdu sa mémoire. L'autre moi, celui qui avait conçu son œuvre, en revanche, se souvenait. J'avais reçu une invitation de Madame Molé et appris que le fils de Madame Sazera était mort. J'étais résolu à employer une de ces heures après lesquelles je ne pouvais plus prononcer un mot, la langue liée comme ma grand-mère pendant son agonie ou avaler du lait, à adresser mes excuses à Madame Molé et mes condoléances à Madame Sazera, mais au bout de quelques instants, j'avais oublié que j'avais à le faire. Heureux oubli, car la mémoire de mon œuvre veillait et allait employer à poser mes premières fondations l'heure de survivance qui m'était dévolue. Malheureusement, en prenant un cahier pour écrire, la carte d'invitation de Madame Molé glissait près de moi. Aussitôt, le moi oublieux, mais qui avait la prééminence sur l'autre, comme il arrive chez tous ces barbares scrupuleux qui ont dîné en ville, repoussait le cahier, écrivait à Madame Molé, laquelle d'ailleurs m'eût sans doute fort estimé si elle l'eût appris d'avoir fait passer ma réponse à son invitation avant mes travaux d'architecte. Brusquement, un mot de ma réponse me rappelait que Madame Sazera avait perdu son fils. Je lui écrivais aussi. Puis, ayant ainsi sacrifié un devoir réel à l'obligation factice de me montrer poli et sensible, je tombais sans force. Je fermais les yeux, ne devant plus que végéter pour 8 jours. Pourtant, si tous mes devoirs inutiles auxquels j'étais prêt à sacrifier le vrai sortaient au bout de quelques minutes de ma tête, l'idée de ma construction ne me quittait pas un instant. Je ne savais pas si ce serait une église où les fidèles sauraient peu à peu apprendre des vérités et découvrir des harmonies, un grand plan d'ensemble, ou si cela resterait comme un monument druidique au sommet d'une île, quelque chose d'infréquenté à jamais. Mais j'étais décidé à y consacrer mes forces qui s'en allaient comme à regret et comme pour pouvoir me laisser le temps d'avoir, pour le pourtour terminé, fermé la porte funéraire. Bientôt, je pus montrer quelques esquisses. Personne n'y comprit rien. Même ceux qui furent favorables à ma perception des vérités que je voulais ensuite graver dans le temple me félicitèrent de les avoir découvertes au microscope, quand je m'étais au contraire servi d'un télescope pour apercevoir des choses très petites, en effet, mais parce qu'elles étaient situées à une plus grande distance et qui étaient chacune un monde. Là où je cherchais les grandes lois, on m'appelait fouilleur de détails. D'ailleurs, à quoi bon faisais-je cela? J'avais eu de la facilité, jeune, et Bergotte avait trouvé mes pages de collégien parfaites. Mais au lieu de travailler, j'avais vécu dans la paresse, dans la dissipation des plaisirs, dans la maladie, les soins, les manies, et j'entreprenais mon ouvrage à la veille de mourir, sans rien savoir de mon métier. Je ne me sentais plus la force de faire face à mes obligations avec les êtres, ni à mes devoirs envers ma pensée et mon œuvre, encore moins envers tous les deux. Pour les premières, l'oubli des lettres à écrire, etc., simplifiait un peu ma tâche, mais tout d'un coup, l'association des idées ramenait au bout d'un mois le souvenir de mes remords, et j'étais accablé du sentiment de mon impuissance. Je fus étonné d'y être indifférent, mais c'est que depuis le jour où mes jambes avaient tellement tremblé en descendant l'escalier, j'étais devenu indifférent à tout. Je n'aspirais plus qu'au repos, en attendant le grand repos
qui finirait par venir. Ce n'était pas parce que je reportais après ma mort l'admiration qu'on devait, me semble-t-il, avoir pour mon œuvre que j'étais indifférent au suffrage de l'élite actuelle. Celle d'après ma mort pourrait penser ce qu'elle voudrait. Cela ne me souciait pas davantage. En réalité, si je pensais à mon œuvre et point aux lettres auxquelles je devais répondre, ce n'était même plus que je misse entre les deux choses, comme au temps de ma paresse et ensuite au temps de mon travail, jusqu'au jour où j'avais dû me retenir à la rampe de l'escalier, une grande différence d'importance. L'organisation de ma mémoire, de mes préoccupations, était liée à mon œuvre, peut-être parce que, tandis que les lettres reçues étaient oubliées l'instant d'après, l'idée de mon œuvre était dans ma tête, toujours la même, en perpétuel devenir. Mais elle aussi m'était devenue importune. Elle était pour moi comme un fils dont la mère mourante doit encore s'imposer la fatigue de s'occuper sans cesse entre les piqûres et les ventouses. Elle l'aime peut-être encore, mais ne le sait plus que par le devoir excédent qu'elle a de s'occuper de lui. Chez moi, les forces de l'écrivain n'étaient plus à la hauteur des exigences égoïstes de l'œuvre. Depuis le jour de l'escalier, rien au monde, aucun bonheur, qu'il vînt de l'amitié des gens, des progrès de mon œuvre, de l'espérance, de la gloire, ne parvenait plus à moi que comme un si pâle grand soleil qu'il n'avait plus la vertu de me réchauffer, de me faire vivre, de me donner un désir quelconque. Et encore était-il trop brillant, si blême qu'il fût, pour mes yeux qui préféraient se fermer, et je me retournais du côté du mur. Il me semble pour autant que je sentais le mouvement de mes lèvres, que je devais avoir un petit sourire d'un coin infime de la bouche quand une dame m'écrivait « J'ai été très surprise de ne pas recevoir de réponse à ma lettre. » Néanmoins, cela me rappelait sa lettre et je lui répondais. Je voulais tâcher, pour qu'on ne pût me croire ingrat, de mettre ma gentillesse actuelle au niveau de la gentillesse que les gens avaient pu avoir pour moi, et j'étais écrasé d'imposer à mon existence agonisante les fatigues surhumaines de la vie. La perte de la mémoire m'aidait un peu en faisant des coupes dans mes obligations, mon œuvre les remplaçait. Cette idée de la mort s'installa définitivement en moi comme fait un amour. Non que j'aimasse la mort, je la détestais. Mais après y avoir songé sans doute de temps en temps comme à une femme qu'on n'aime pas encore, maintenant sa pensée adhérait à la plus profonde couche de mon cerveau, si complètement que je ne pouvais m'occuper d'une chose sans que cette chose traversât d'abord l'idée de la mort. Et même si je ne m'occupais de rien et restais dans un repos complet, l'idée de la mort me tenait une compagnie aussi incessante que l'idée du moi. Je ne pense pas que le jour où j'étais devenu un demi-mort, c'étaient les accidents qui avaient caractérisé cela, l'impossibilité de descendre un escalier, de me rappeler un nom, de me lever, qui avaient causé, par un raisonnement même inconscient, l'idée de la mort, que j'étais déjà à peu près mort, mais plutôt que c'était venu ensemble, qu'inévitablement ce grand miroir de l'esprit reflétait une réalité nouvelle. Pourtant, je ne voyais pas comment des mots que j'avais, on pouvait passer sans être averti à la mort complète. Mais alors je pensais aux autres, à tous ceux qui, chaque jour, meurent sans que hiatus entre leur maladie et leur mort nous semble extraordinaire. Je pensais même que c'était seulement parce que je les voyais de l'intérieur, plus encore que par les tromperies de l'espérance, que certains malaises ne me semblaient pas mortels, pris un à un, bien que je crusse à ma mort, de même que ceux qui sont le plus persuadés que leur terme est venu, sont néanmoins persuadés aisément que s'ils ne peuvent pas prononcer certains mots, cela n'a rien à voir avec une attaque, l'aphasie, etc., mais vient d'une fatigue de la langue, d'un état nerveux analogique au bégaiement, de l'épuisement qui a suivi une indigestion. Moi, c'était autre chose que j'avais à écrire, de plus long, et pour plus d'une personne, long à écrire. Le jour, tout au plus, pourrais-je essayer de dormir. Si je travaillais, ce ne serait que la nuit. Mais il me faudrait beaucoup de nuits, peut-être 100, peut-être 1000.
Et je vivrai dans l'anxiété de ne pas savoir si le maître de ma destinée, moins indulgent que le sultan Shériar, le matin quand j'interromprai mon récit, voudrait bien surseoir à mon arrêt de mort et me permettrait de reprendre la suite le prochain soir. Non pas que je prétendisse refaire, en quoi que ce fût, les 1001 nuits, pas plus que les mémoires de Saint-Simon écrits eux aussi la nuit, pas plus qu'aucun des livres que j'avais aimés dans ma naïveté d'enfant, superstitieusement attaché à eux comme à mes amours, ne pouvant sans horreur imaginer une œuvre qui serait différente d'eux. Mais comme Elstir Chardin, on ne peut refaire ce qu'on aime qu'en le renonçant. Sans doute, mes livres, eux aussi, comme mon être de chair, finiraient un jour par mourir. Mais il faut se résigner à mourir. On accepte la pensée que dans 10 ans soi-même, dans 100 ans, ces livres ne seront plus. La durée éternelle n'est pas plus promise aux œuvres qu'aux hommes. Ce serait un livre aussi long que les 1001 nuits peut-être, mais tout autre. Sans doute, quand on est amoureux d'une œuvre, on voudrait faire quelque chose de tout pareil, mais il faut sacrifier son amour du moment, ne pas penser à son goût, mais à une vérité qui ne vous demande pas vos préférences et vous défend d'y songer. Et c'est seulement si on la suit qu'on se trouve parfois rencontrer ce qu'on a abandonné et avoir écrit en les oubliant les contes arabes ou les mémoires de Saint-Simon d'une autre époque. Mais était-il encore temps pour moi ? N'était-il pas trop tard ? Je me disais non seulement est-il encore temps, mais suis-je encore en état ? La maladie qui, en me faisant comme un rude directeur de conscience mourir au monde, m'avait rendu service. Car si le grain de froment ne meurt après qu'on l'a semé, il restera seul, mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. La maladie qui, après que la paresse m'avait protégé contre la facilité, allait peut-être me garder contre la paresse, la maladie avait usé mes forces. Et comme je l'avais remarqué depuis longtemps, notamment au moment où j'avais cessé d'aimer Albertine, les forces de ma mémoire. Or, la recréation par la mémoire d'impressions qu'il fallait ensuite approfondir, éclairer, transformer en équivalent d'intelligence, n'était-elle pas une des conditions, presque l'essence même de l'œuvre d'art telle que je l'avais conçue tout à l'heure dans la bibliothèque ? Ah, si j'avais encore les forces qui étaient intactes encore dans la soirée que j'avais alors évoquée en apercevant François le Champy. C'était de cette soirée où ma mère avait abdiqué que datait avec la mort lente de ma grand-mère le déclin de ma volonté, de ma santé. Tout s'était décidé au moment où, ne pouvant plus supporter d'attendre au lendemain pour poser mes lèvres sur le visage de ma mère, j'avais pris ma résolution. J'avais sauté du lit et étais allé en chemise de nuit m'installer à la fenêtre par où entrait le clair de lune, jusqu'à ce que j'eusse entendu partir Monsieur Swann. Mes parents l'avaient accompagné, j'avais entendu la porte du jardin s'ouvrir, sonner, se refermer. Alors je pensais tout d'un coup que si j'avais encore la force d'accomplir mon œuvre, cette matinée, comme autrefois encombrait certains jours qui avaient influé sur moi, qui m'avait aujourd'hui même donné à la fois l'idée de mon œuvre et la crainte de ne pouvoir la réaliser, marquerait certainement avant tout dans celle-ci la forme que j'avais pressentie autrefois dans l'église de Combray et qui nous reste habituellement invisible, celle du temps. Certes, il est bien d'autres erreurs de nos sens, on a vu que divers épisodes de ce récit me l'avaient prouvé, qui faussent pour nous l'aspect réel de ce monde, mais enfin, je pourrais à la rigueur, dans la transcription plus exacte que je m'efforcerais de donner, ne pas changer la place des sons, m'abstenir de les détacher de leur cause à côté de laquelle l'intelligence les situe après coup, bien que faire chanter doucement la pluie au milieu de la chambre et tomber en déluge dans la cour l'ébullition de notre tisane ne dut pas être en somme plus déconcertant
que ce qu'ont fait si souvent les peintres quand ils peignent, très près ou très loin de nous, selon que les lois de la perspective, l'intensité des couleurs et la première illusion du regard nous les font apparaître, un voile ou un pic que le raisonnement déplacera ensuite de distance quelquefois énorme. Je pourrais, bien que l'erreur soit plus grave, continuer, comme on fait, à mettre des traits dans le visage d'une passante, alors qu'à la place du nez, des joues et du menton, il ne devrait y avoir qu'un espace vide sur lequel jouerait tout au plus le reflet de nos désirs. Et même, si je n'avais pas le loisir de préparer, chose déjà bien plus importante, les 100 masques qu'il convient d'attacher à un même visage, ne fût-ce que selon les yeux qui le voient et le sens où ils en lisent les traits, et pour les mêmes yeux, selon l'espérance ou la crainte, ou au contraire, l'amour et l'habitude qui cachent pendant 30 années les changements de l'âge, même enfin, si je n'entreprenais pas, ce dont ma liaison avec Albertine suffisait pourtant à me montrer que sans cela, tout est factice et mensonger, de représenter certaines personnes, non pas au dehors, mais au dedans de nous, où leurs moindres actes peuvent amener des troubles mortels et de faire varier aussi la lumière du ciel moral selon les différences de pression de notre sensibilité, ou quand, troublant la sérénité de notre certitude sous laquelle un objet est si petit, un simple nuage de risque en multiplie en un moment la grandeur, si je ne pouvais pas apporter ces changements et bien d'autres, dont la nécessité, si on veut peindre le réel, a pu apparaître au cours de ce récit, dans la transcription d'un univers qui était à redessiner tout entier, du moins, ne manquerais-je pas d'y décrire l'homme comme ayant la longueur non de son corps, mais de ses années, comme devant tâche de plus en plus énorme et qui finit par le vaincre, les traîner avec lui quand il se déplace. D'ailleurs, que nous occupions une place sans cesse accrue dans le temps, tout le monde le sent. Et cette universalité ne pouvait que me réjouir, puisque c'est la vérité soupçonnée par chacun que je devais chercher à élucider. Non seulement tout le monde sent que nous occupons une place dans le temps, mais cette place, la plus simple, la mesure approximativement, comme il mesurerait celle que nous occupons dans l'espace, puisque des gens sans perspicacité spéciale, voyant deux hommes qu'ils ne connaissent pas, tous deux à moustache noire ou tout rasés, disent que ce sont deux hommes, l'un d'une vingtaine, l'autre d'une quarantaine d'années. Sans doute, on se trompe souvent dans cette évaluation, mais qu'on ait cru pouvoir la faire signifie qu'on concevait l'âge comme quelque chose de mesurable. Au second homme à moustache noire, 20 années de plus se sont effectivement ajoutées. Si c'était cette notion de temps incorporée, des années passées non séparées de nous, que j'avais maintenant l'intention de mettre si fort en relief, c'est qu'à ce moment même, dans l'hôtel du prince de Guermantes, ce bruit des pas de mes parents reconduisant M. Swann, ce tintement rebondissant, ferrugineux, intarissable, criard et frais de la petite sonnette qui m'annonçait qu'enfin M. Swann était parti et que maman allait monter, je les entendis encore. Je les entendis eux-mêmes, eux, situés pourtant si loin dans le passé. Alors, en pensant à tous les événements qui se plaçaient forcément entre l'instant où je les avais entendus et la matinée Guermantes, je fus effrayé de penser que c'était bien cette sonnette qui tintait encore en moi, sans que je puisse rien changer au criaillement de son grelot, puisque, ne me rappelant plus bien comment il s'éteignait pour le réapprendre, pour bien l'écouter, je dus m'efforcer de ne plus entendre le son des conversations que les masques tenaient autour de moi. Pour tâcher de l'entendre,
de plus près. C'est en moi-même que j'étais obligé de redescendre. C'est donc que ce tintement y était toujours. Et aussi, entre lui et l'instant présent, tout ce passé indéfiniment déroulé que je ne savais que je portais. Quand elle avait teinté, j'existais déjà. Et depuis, pour que j'entendisse encore ce tintement, il fallait qu'il n'y eût pas eu discontinuité, que je n'eusse pas un instant cessé, pris de repos, de ne pas exister, de ne pas penser, de ne pas avoir conscience de moi, puisque cet instant ancien tenait encore à moi, que je pouvais encore le retrouver, retourner jusqu'à lui, rien qu'en descendant plus profondément en moi. Et c'est parce qu'ils contiennent ainsi les heures du passé que les corps humains peuvent faire tant de mal à ceux qui les aiment. Parce qu'ils contiennent tant de souvenirs, de joie et de désirs déjà effacés pour eux, mais si cruels pour celui qui contemple et prolonge dans l'ordre du temps le corps chéri dont il est jaloux, jusqu'à en souhaiter la destruction. Car après la mort, le temps se retire du corps, et les souvenirs si indifférents, si pâlis, sont effacés de celle qui n'est plus et le seront bientôt de celui qu'ils torturent encore, mais en qui ils finiront par périr quand le désir d'un corps vivant ne les entretiendra plus. Profonde Albertine que je voyais dormir et qui était morte. J'éprouvais un sentiment de fatigue et d'effroi à sentir que tout ce temps si long non seulement avait, sans une interruption, été vécu, pensé, sécrété par moi, qu'il était ma vie, qu'il était moi-même, mais encore que j'avais à toute minute à le maintenir attaché à moi, qu'il me supportait, moi, juché à son sommet vertigineux, que je ne pouvais me mouvoir sans le déplacer comme je le pouvais avec lui. La date à laquelle j'entendais le bruit de la sonnette du jardin de Combray, si distant et pourtant intérieur, était un point de repère dans cette dimension énorme que je ne me savais pas avoir. J'avais le vertige de voir au-dessous de moi, en moi pourtant, comme si j'avais des lieues de hauteur, tant d'années. Je venais de comprendre pourquoi le duc de Guermantes, dont j'avais admiré en le regardant assis sur une chaise, combien il avait peu vieilli, bien qu'il eût tellement plus d'années que moi au-dessous de lui, dès qu'il s'était levé et avait voulu se tenir debout, avait vacillé sur des jambes flageolantes, comme celles de ces vieux archevêques, sur lesquels il n'y a de solide que leur croix métallique, et vers lesquels s'empressent des jeunes séminaristes gaillards, et ne s'était avancé qu'en tremblant comme une feuille sur le sommet peu praticable de 83 années, comme si les hommes étaient jugés sur de vivantes échasses, grandissant sans cesse, parfois plus hautes que des clochers, finissant par leur rendre la marche difficile et périlleuse, et d'où tout d'un coup ils tombaient. Était-ce pour cela que la figure des hommes d'un certain âge était, aux yeux du plus ignorant, si impossible à confondre avec celle d'un jeune homme, et n'apparaissait qu'à travers le sérieux d'une espèce de nuage? Je m'effrayais que les miennes fussent déjà si hautes sous mes pas. Il ne me semblait pas que j'aurais encore la force de maintenir longtemps attaché à moi ce passé qui descendait déjà si loin. Aussi, si elle m'était laissée assez longtemps pour accomplir mon œuvre, ne manquerais-je pas d'abord d'y décrire les hommes? Cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant une place si considérable, à côté de celle si restreinte qui leur est réservée dans l'espace? Une place, au contraire, prolongée sans mesure, puisqu'ils touchent simultanément, comme des géants plongés dans les années,
à des époques vécues par eux si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer dans le temps.